Le son de l'alarme personnalisée tira Antoine Moreau de son sommeil dans la chambre de son attique parisien. Un autre jour, un autre matin sous le ciel gris de la capitale, qu'il observait à travers les murs de verre au 54e étage. 30 ans, milliardaire, et entièrement seul. 5 minutes plus tard, il était sur son tapis de course haut de gamme, courant vers nulle part, à l'image de sa vie, songeait-il. Toujours en mouvement, sans jamais atteindre une destination. « Bonjour, monsieur Moreau. Le petit déjeuner est servi et votre emploi du temps a été mis à jour. » La voix de la gouvernante interrompit ses pensées, tandis qu'il essuyait la sueur de son visage. Il ne parvenait pas à se souvenir de son nom, bien qu'elle travaille pour lui depuis combien de temps? 1 an? 2? Merci, madame. Madame Girard, monsieur. Antoine hocha la tête, embarrassé. Une femme lui préparait son petit déjeuner chaque jour et il connaissait à peine son nom. Assis à la table à manger qui pouvait accueillir 16 personnes, mais qui n'était jamais utilisée au-delà d'un seul couvert, Antoine parcourait les rapports financiers tout en sirotant un jus d'orange fraîchement pressé. La fortune de Moreau Entreprises augmentait de millions quotidiennement. Les chiffres brillaient sur l'écran de sa tablette, mais ne suscitaient en lui aucune réaction. Réunion du conseil à 9h30. Déjeuner avec les investisseurs à 12h30. Interview pour fortune à 15h. Cocktail de charité à 19h. C'était Hélène, son assistante, en haut-parleur. Antoine marmonna une confirmation, avalant la dernière bouchée de toast sans en sentir le goût. « Un appel de ma sœur ?»« Non, monsieur. » « Bien sûr que non. » Sarah avait coupé les ponts après leur dernière dispute sur l'empire familial. 2 ans sans parler à la seule personne qui aurait pu comprendre ce que c'était que d'être un Moreau. L'ascenseur privé descendit les 54 étages, en silence. Dans le garage souterrain, son chauffeur attendait déjà à côté de la Bentley noire. « Bonjour, monsieur Moreau. » Antoine tenta de se souvenir du nom du chauffeur. « Franck ? Fred ? Mon Dieu, quand était-il devenu ce genre de personne? La réunion du conseil se déroula dans un flou de visages et de chiffres. Antoine hochait la tête aux moments opportuns, posait les questions attendues. Sa présence était plus symbolique que nécessaire. La machine fonctionnait parfaitement sans lui. Au déjeuner avec les investisseurs, il entendit des rires forcés et des louanges vides. Les gens autour de lui le traitaient comme une divinité. Personne ne le contredisait. Personne ne lui parlait vraiment. « Vous êtes un visionnaire, monsieur Moreau. Votre stratégie pour le marché asiatique est brillante. » Antoine sourit machinalement. Il n'était pas intéressé par lui, mais par son argent, par son nom de famille. Il était un actif, pas une personne. L'interview pour fortune fut plus ou moins la même chose. Qu'est-ce que ça fait d'être le plus jeune milliardaire autodidacte de la liste cette année? Autodidacte. Le terme le fit presque rire. Oui, il avait multiplié la fortune dont il avait hérité, mais qualifier un Moreau d'autodidacte était, au mieux, une exagération journalistique. « C'est une grande responsabilité », répondit-il avec la phrase répétée. À 18h01, de retour à l'appartement pour se changer pour le cocktail de charité, Antoine s'arrêta devant le miroir. Un smoking parfaitement taillé, une montre d'1 demi-million de dollars au poignet, des chaussures italiennes, faites à la main. L'image parfaite du succès. Alors pourquoi ses yeux semblaient-ils si sans vie? Son téléphone vibra. Un message de Mélissa, ou était-ce Monica? Le mannequin qui l'accompagnerait à l'événement, engagé par l'équipe de relations publiques, bien sûr. Une vraie relation exigerait du temps, de la vulnérabilité, des choses qu'Antoine n'avait pas ou ne savait pas comment offrir. « J'ai besoin de me vider la tête », murmura-t-il à son propre reflet. Une décision soudaine prit forme. Il congédia la voiture, ignora les appels d'Hélène concernant son absence au cocktail. Pour la première fois depuis des mois, des années peut-être, Antoine Moreau marcha seul dans les rues de Paris. Les gens passaient en hâte, ne le reconnaissant pas sans le contexte des voitures de luxe et des gardes du corps. C'était libérateur. L'air frais du début de soirée, le bruit de la ville vivante, tout semblait plus réel que le monde artificiel dans lequel il vivait. 3 rues plus loin, Antoine réalisa qu'il avait faim. Pas la faim sociale des restaurants étoilés, mais une faim réelle.
Au coin de la rue, une petite boulangerie dégageait l'odeur du pain frais. L'enseigne, usée, rouge. Boulangerie Dubois. Il hésita à l'entrée. Un endroit si simple. Pas de réservation, pas de voiturier, pas de champagne de bienvenue. Antoine n'était pas allé dans des endroits comme celui-ci depuis. Il ne s'en souvenait plus. Une cloche tinta quand il ouvrit la porte. Quelques personnes à des tables simples levèrent à peine les yeux. Le comptoir en verre présentait des pains, des gâteaux et des sandwichs. Pas de nom français ou italien sophistiqué sur le menu manuscrit. Juste de la nourriture honnête. « Je peux vous aider ?» demanda un homme d'âge mûr dans un tablier blanc taché de farine. Antoine commanda un café et un sandwich au roast-beef. Assis à une table d'angle, le café arriva dans une simple tasse, très différente de la porcelaine à laquelle il était habitué. Il était chaud et fort, meilleur que n'importe quel expresso gourmet qu'il ait jamais bu. « C'est la première fois que vous venez ?» demanda l'homme derrière le comptoir en s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui, » répondit Antoine, surpris par la conversation décontractée. « Je suis Jean Dubois, cette boulangerie est ma maison depuis 30 ans, dit-il avec une fierté sincère. Antoine observa l'homme. Jean n'avait pas de voiture de luxe ni de jet privé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Antoine envia instantanément. Le contentement. En mordant dans le sandwich, Antoine réalisa qu'il ne s'était pas senti aussi présent, aussi connecté à un moment depuis des années. Dans la simplicité de cette boulangerie, il expérimenta quelque chose que tout son argent ne pouvait acheter, l'authenticité. Finissant son repas, Antoine se leva pour payer. Il sortit un portefeuille rempli de billets de 100 €. Il n'avait pas l'habitude de transporter de plus petites coupures. Son téléphone vibrait sans arrêt dans sa poche. Hélène, l'équipe des relations publiques, des messages sur son absence à l'événement. Il les ignora tous. « Revenez quand vous voulez », dit Jean avec un sourire sincère. Antoine hocha la tête, ressentant une légèreté inhabituelle. Peut-être qu'il reviendrait vraiment. Peut-être qu'il avait besoin de plus de moments comme celui-ci. En sortant, il glissa le portefeuille dans la poche de sa veste, sans se rendre compte qu'il n'était pas entièrement à l'intérieur. Une petite négligence qui, à son insu, était sur le point de changer sa vie, pour toujours. Le portefeuille en cuir noir glissa silencieusement de la poche d'Antoine alors qu'il quittait la boulangerie. Il tomba sur le trottoir humide, sans faire de bruit, comme un secret chuchoté que personne n'était censé entendre. Antoine, pensant encore à l'étrange sentiment de paix qu'il avait ressenti dans la boulangerie, continua de marcher dans la rue qui s'assombrissait, complètement inconscient de ce qu'il venait de perdre. Le portefeuille resta là pendant près de 20 minutes, inconsciemment évité par les pas pressés des Parisiens. Puis, 2 petites paires de pieds apparurent sur le trottoir. Ils appartenaient à Camille et Théo Dubois. Camille, à peine 5 ans, tenait fermement la main de son frère de 3 ans, Théo. Ses doigts fins étaient entrelacés dans une prise qui transmettait protection, responsabilité et peur. Tous deux avaient le visage pâle et les lèvres légèrement bleues à cause du froid de la nuit d'automne. Ils ne portaient pas de chaussures, seulement des chaussettes déchirées qui protégeaient à peine leurs pieds du trottoir glacial. « J'ai faim, Camille », murmura Théo, sa voix aussi basse que le grondement de son estomac. « Je sais, Théo. Voyons si Monsieur Dubois a des restes de pain ce soir, » répondit Camille, ses grands yeux marrons fixés sur la boulangerie devant eux. C'est alors que le petit Théo, avec le regard vif que seuls les enfants ont pour les détails inattendus, aperçut le portefeuille. « Regarde là-bas, Camille !» s'exclama-t-il en pointant du doigt. Camille suivit le doigt de son frère et ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'objet noir sur le trottoir. Prudemment, elle s'approcha et s'agenouilla, tenant toujours la main de Théo. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Théo, se penchant pour mieux voir. « C'est un portefeuille », répondit Camille en le ramassant avec précaution. « Quelqu'un a dû le perdre. » Elle ouvrit le fermoir doré avec des doigts tremblants de froid et de faim. Ses yeux s'agrandirent encore plus lorsqu'elle vit le contenu. Il y avait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie.
des billets de 100 € parfaitement rangés, des cartes de crédit noires et or qui semblaient importantes, et des documents portant le nom d'Antoine Moreau. L'estomac de Théo gronda à nouveau, plus fort cette fois. Camille regarda son frère, puis la boulangerie, puis de nouveau le portefeuille dans ses mains. Une bataille silencieuse faisait rage en elle. L'argent était plus que suffisant pour les nourrir pendant des semaines, peut-être des mois. Ils pourraient acheter de la nourriture, des chaussures, peut-être même une nouvelle couverture. « On va le rapporter à Monsieur Dubois », décida-t-elle finalement en fermant le portefeuille. « Ce n'est pas à nous. » Mais alors, Théo se plia en deux, serrant son estomac avec un faible gémissement de douleur. Camille sentit son cœur se serrer. Son petit frère n'avait rien mangé depuis la veille, où ils avaient en partagé un sandwich trouvé près d'un restaurant. « Juste une minute, Théo, » dit-elle en rouvrant le portefeuille. Avec des doigts hésitants, elle sortit un unique billet de 20 €. C'était la plus petite coupure qu'il y avait. Ses petits doigts tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de la peur et de la culpabilité d'avoir pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. « On achètera du pain, puis on rendra le portefeuille, » dit-elle à Théo, qui hocha seulement la tête, les yeux fixés sur la promesse de nourriture. Camille chercha du papier autour d'elle. Elle trouva un morceau de page de cahier froissé dans la poche du vieux manteau trop grand qu'elle portait. C'était un bout de feuille de devoir qu'elle avait pêché dans la poubelle de son école, essayant de s'exercer à écrire pendant les quelques mois où elle avait fréquenté les cours. Avec un crayon mâchouillé qu'elle portait toujours sur elle, elle écrivit avec soin, la langue légèrement tirée, tandis qu'elle se concentrait pour former chaque lettre aussi nettement que possible. « Je suis désolé, mon frère a faim, alors j'ai pris juste un billet pour acheter du pain. Je promets que je vous rembourserai. » Elle relut la note 3 fois, s'assurant qu'elle était claire. Elle plia le papier et le plaça à l'intérieur du portefeuille, juste au-dessus des billets restants. « Viens, Théo, » dit-elle en lui reprenant la main. « On va acheter du pain et ensuite on donnera ça à Monsieur Dubois. » Les enfants entrèrent dans la boulangerie, la cloche annonçant leur arrivée. Jean, qui était en train de fermer, leva les yeux et sourit aux 2 petits visiteurs qu'il connaissait bien. Camille, Théo. « Je vous gardais du pain, » dit-il en prenant un sac derrière le comptoir. Camille s'approcha, tenant fermement le portefeuille d'une main et le billet de 20 € de l'autre. « Monsieur Dubois, on a trouvé ça dehors, » dit-elle en tendant le portefeuille. « Il y a beaucoup d'argent dedans. » Jean prit le portefeuille, surpris, l'ouvrit et vit immédiatement la note au-dessus des billets. « J'ai pris ce billet pour acheter du pain pour Théo, » continua Camille en montrant les 20 € avec des doigts tremblants. « Il a vraiment faim. Je promets que je vous rembourserai quand je pourrai. » Jean prit le billet, regardant du portefeuille aux yeux sincères de Camille, puis au petit Théo qui tremblait, à côté de sa sœur. Les yeux de Jean s'emplirent de larmes qu'il essaya de cacher. « Savez-vous à qui appartient ce portefeuille » demanda-t-il doucement. Camille secoua la tête. « Il y a le nom d'Antoine Moreau sur les cartes, mais je ne connais personne de ce nom. » Jean hocha la tête, reconnaissant instantanément le nom de l'un des hommes les plus riches de la ville. Il avait été surpris de le voir dans sa modeste boulangerie plus tôt, et encore plus surpris par l'honnêteté de ses enfants, qui, même dans la faim, avaient décidé de rendre une fortune. « Je garderai le portefeuille et je le lui donnerai s'il revient, » dit Jean. « Quant au pain, vous n'avez pas à me payer, Camille. Prenez ceux-là, ils sont encore chauds. » Il tendit le sac qu'il avait déjà préparé, contenant 2 pains et quelques biscuits. Mais Camille secoua la tête, tendant à nouveau le billet. « Je veux payer cette fois, Monsieur Dubois. Comme ça, je ne dois rien. » La fierté dans sa voix, même venant de quelqu'un de si petit et affamé, était indéniable. Jean accepta l'argent avec une boule dans la gorge, rendant la monnaie à Camille, qu'elle glissa soigneusement dans sa poche pour vous rembourser plus tard, expliqua-t-elle. Théo mordait déjà dans un morceau de pain, les yeux fermés de pur bonheur, tandis qu'il mâchait lentement, savourant chaque bouchée. « Où dormirez-vous ce soir » demanda Jean, inquiet du froid extérieur. « Au même endroit que la nuit dernière » répondit vaguement Camille. « On a une couverture. » Avant que Jean ne puisse insister, Camille reprit la main de Théo, le remercia
et quitta la boulangerie, serrant le sac de pain contre sa poitrine. La cloche tinta doucement alors qu'il partait. Jeanne resta là, le lourd portefeuille dans ses mains et un sentiment encore plus lourd dans son cœur. Il connaissait ses enfants depuis quelques mois. Ils apparaissaient de temps en temps, toujours en fin de journée, espérant des restes. Il n'a jamais su où ils vivaient, ni pourquoi ils étaient seuls. Il plaça le portefeuille dans un endroit sûr, sous le comptoir. Si Antoine Moreau ne revenait pas le chercher, il trouverait un moyen de le contacter. Et quand il le ferait, Jean était certain que le milliardaire devait savoir pour la petite Camille et son extraordinaire honnêteté. Dehors, Camille et Théo marchèrent dans les rues sombres, partageant le pain chaud et se protégeant du vent froid. Même avec la faim et le froid, Camille ressentait une étrange paix. Elle avait fait ce qui était juste, comme sa mère le lui avait appris avant de partir. « C'est bon, n'est-ce pas, Théo ?» demanda-t-elle en regardant son frère savourer la nourriture. « Le meilleur pain du monde » répondit-il, la bouche pleine, un rare sourire illuminant son petit visage mince. Camille sourit aussi, passant son bras autour des épaules de son frère alors qu'il marchait. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais pour aujourd'hui, Théo n'irait pas dormir le ventre vide. Antoine ne réalisa qu'il avait perdu son portefeuille qu'en arrivant à son appartement. Le sentiment de liberté qu'il avait ressenti en marchant anonymement dans les rues de Paris s'évapora instantanément, remplacé par une vague d'anxiété. Ce n'était pas pour l'argent qui comptait peu pour lui, mais pour les documents et les cartes qu'il faudrait annuler et remplacer. Une autre complication dans sa vie déjà chaotique. Immédiatement, il retraça mentalement ses pas. La dernière fois qu'il se souvenait avoir utilisé le portefeuille, c'était à la boulangerie. Il avait du mal le remettre dans la poche de sa veste. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Près de 23 heures. La boulangerie serait certainement fermée à 7 heures. Après une nuit agitée, Antoine se réveilla avant son alarme. Il ignora les dizaines de messages d'Hélène sur le cocktail de charité qu'il avait manqué, écarta l'idée d'un petit déjeuner chic et se dépêcha de sortir, conduisant lui-même une occurrence rare. Il n'avait pas la patience d'attendre le chauffeur ce matin-là. Il arriva à la boulangerie à 7h15, juste après son ouverture. La cloche tinta à son entrée, exactement comme la veille. L'odeur du pain frais emplissait l'air. Il y avait plus de clients maintenant, des gens ordinaires dans leur routine matinale, prenant un café et des pâtisseries avant le travail. Certains regardèrent Antoine, remarquant à quel point il semblait déplacé. Son costume italien à 5 000 € contrastait avec le décor simple. Jean était derrière le comptoir, arrangeant le pain dans la vitrine. Il leva les yeux au son de la cloche et reconnut immédiatement Antoine. Un sourire se forma sur son visage. « Monsieur Moreau !»« Je m'attendais à ce que vous reveniez, » dit-il en s'essuyant les mains sur son tablier. Antoine fronça les sourcils, surpris d'être appelé par son nom. Il ne se souvenait pas de s'être présenté. « Vous savez qui je suis ? Votre nom est sur les documents de votre portefeuille. Et puis, votre photo apparaît de temps en temps dans les journaux. »« Alors, vous l'avez trouvé ?» dit Antoine, soulagé. « Je l'ai perdu ici hier soir. »« En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, » répondit Jean, se penchant pour prendre quelque chose sous le comptoir, mais plutôt la personne qui me l'a apporté. Jean posa le portefeuille en cuir noir sur le comptoir. Antoine le prit, l'ouvrit pour vérifier son contenu. Toutes ses cartes et ses documents semblaient être en place. Il remarqua cependant qu'un billet de 20 € manquait et qu'il y avait un morceau de papier plié à l'intérieur qui n'y était pas auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en prenant la note. Jean sourit, un sourire mêlé d'une expression qu'Antoine ne put déchiffrer immédiatement. C'était à la fois de la tristesse et de l'admiration. « Je vous suggère de le lire », dit simplement le boulanger. Antoine déplia le papier. C'était une feuille de cahier froissée avec des mots écrits d'une écriture d'enfant, manifestement avec beaucoup d'efforts. « Je suis désolé, mon frère a faim, alors j'ai pris juste un billet pour acheter du pain. Je promets que je vous rembourserai. » Antoine fixa la note pendant un long moment, la relisant plusieurs fois. Quelque chose d'étrange se produisit dans sa poitrine, une sensation de serrement suivie d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Qui a écrit ça ?»
demanda-t-il finalement, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Camille, répondit Jean. Une petite fille de 5 ans. Elle et son jeune frère Théo ont trouvé votre portefeuille sur le trottoir hier soir. » Jean raconta alors ce qui s'était passé, comment Camille était entrée, tenant le portefeuille et la main de son frère, comment elle avait avoué avoir pris un seul billet alors que le portefeuille contenait des milliers d'euros, comment elle avait insisté pour payer le pain quand il le lui avait offert gratuitement. Ils avaient faim, monsieur Moreau, le genre de faim qui laisse des marques. Le garçon tenait à peine debout. Malgré cela, elle a insisté pour rendre le portefeuille avec tout le reste de l'argent et a laissé une note s'excusant d'avoir pris seulement ce qui était nécessaire pour nourrir son frère. Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une émotion authentique. L'histoire de cet enfant, une fillette de 5 ans avec plus d'intégrité que la plupart des adultes qu'il connaissait, toucha quelque chose d'endormi en lui. Où habitent-ils? Qui sont leurs parents? Demanda-t-il, ressentant une urgence inexplicable. Jean secoua la tête. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ils passent de temps en temps, généralement vers l'heure de la fermeture. D'après ce que j'ai compris, ils sont seuls. Je n'ai jamais vu d'adultes avec eux. Ils ont l'air... ils ont l'air d'être sans abri, monsieur Moreau. L'idée d'enfants si jeunes vivant dans la rue frappa Antoine comme un coup de poing à l'estomac. Lui qui avait grandi dans des hôtels particuliers et fréquenté les meilleures écoles, qui n'avait jamais connu un jour de besoin de toute sa vie, se sentit honteux. Honteux de son indifférence et de son attique vide, de ses voitures de luxe garées dans le garage. « Je dois les trouver, dit-il, sa voix ferme avec une détermination qui le surprit lui-même. Je veux les remercier et les aider d'une manière ou d'une autre. Ils apparaissent généralement la nuit, l'informa Jean, mais pas à des jours précis. Parfois, ils disparaissent, pendant 1 semaine ou plus. » Antoine hocha la tête, prenant une décision impulsive. « Je vais les chercher. Avez-vous une idée de l'endroit où commencer ?» Jean se gratta le menton, réfléchissant. « Ils viennent toujours du côté est. Une fois, ils ont mentionné quelque chose à propos d'un refuge sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, mais ils ont dit qu'ils n'aimaient pas ça parce que les gens essayaient de les séparer. » Antoine replaça soigneusement la note dans son portefeuille. Il sortit tous les billets qu'il avait, plusieurs milliers, et les posa sur le comptoir. Pour quand ils reviendront? De la nourriture, des vêtements, tout ce dont ils ont besoin. Jean regarda l'argent, hésitant. « Monsieur Moreau, c'est beaucoup. »« Ce n'est rien, » l'interrompit Antoine. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Antoine. Je vais laisser mon numéro privé. S'il se présente, prévenez-moi tout de suite. » Après avoir donné ses coordonnées à Jean, Antoine quitta la boulangerie, déterminé. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il avait une mission, quelque chose d'important à faire au-delà de la gestion de sa fortune et de la participation à des événements sociaux vides de sens. Au cours des 3 jours suivants, Antoine annula des réunions, ignora des appels professionnels et consacra son temps à parcourir les rues de l'Est parisien, demandant des nouvelles de 2 enfants nommés Camille et Théo. Il visita des refuges, interrogea des commerçants et montra un portrait robot qu'il avait fait faire d'après la description de Jean. Lors d'une de ses recherches, il se retrouva dans un quartier qu'il aurait normalement évité, un espace sous un pont de la Seine où plusieurs sans-abri avaient installé un petit campement. Le contraste entre ce monde et le sien était saisissant. Des gens enveloppés dans de fines couvertures, leurs rares biens dans des sacs en plastique, des visages marqués par des histoires qu'Antoine ne pouvait imaginer. Une dame âgée, portant plusieurs manteaux, malgré le fait que la journée ne soit pas si froide, le regarda avec curiosité. « Je cherche 2 enfants, » expliqua Antoine en montrant le croquis. « Camille et Théo. Camille a 5 ans, Théo en a 3. » La femme étudia le dessin un instant, puis hocha lentement la tête. « Ces 2-là, dit-elle d'une voix rauque, ils passent parfois. La fille s'occupe du petit comme si elle était sa mère. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ? Il y a quelques jours. Ils ne restent pas longtemps par ici. » La fille a peur que les services sociaux les prennent. Savez-vous où ils pourraient aller ?
La femme pointa vaguement vers l'ouest. « Il y a un immeuble désaffecté à quelques rues d'ici. Beaucoup d'entre nous y vont quand il pleut ou qu'il neige. Peut-être qu'ils sont là-bas. » Antoine la remercia, lui laissant quelques billets de 100 € que la femme refusa d'abord, mais finit par accepter avec des mains tremblantes. En se dirigeant vers l'immeuble qu'elle avait mentionné, Antoine regarda la ville avec de nouveaux yeux. Il avait toujours vu Paris du haut de son gratte-ciel ou à travers les vitres teintées de ses voitures. Maintenant, il voyait les rues telles qu'elles étaient réellement. Pas seulement les vitrines élégantes et les restaurants exclusifs, mais aussi les ruelles sombres, les gens dormant sur les trottoirs et les regards vides de ceux que la société avait oubliés. Comment avait-il pu vivre tant d'années dans cette ville sans vraiment la voir? La réponse était simple et douloureuse. Il avait choisi de ne pas la voir. C'était plus facile, plus confortable de vivre dans sa bulle de privilèges. L'immeuble désaffecté avait des fenêtres cassées et une entrée partiellement barricadée. Antoine n'hésita qu'un instant avant de se faufiler à travers l'ouverture entre les planches. L'intérieur sentait le moisi et l'humidité. Il y avait des signes d'occupation, de vieilles couvertures, des emballages de nourriture, une bougie à moitié fondue. « Bonjour » appela-t-il, sa voix résonnant contre les murs écaillés. « Camille? Théo ?» Pas de réponse, seulement le son lointain du trafic à l'extérieur. Antoine monta les escaliers, vérifiant chaque pièce vide. Au 3e étage, il trouva un espace qui semblait organisé, comme une maison de fortune. Un matelas usé sur le sol, quelques vêtements pliés avec soin, des dessins d'enfants scotchés au mur. Il s'approcha des dessins. De simples bonshommes allumettes de 2 enfants se tenant la main. Dans l'un d'eux, il y avait une plus grande figure, peut-être une femme, avec des ailes flottant au-dessus des enfants. Une mère décédée, peut-être. Antoine sentit un pincement de tristesse. Bien qu'il n'ait pas trouvé les enfants, Antoine savait qu'il était sur la bonne voie. Il retourna à l'immeuble les 2 jours suivants, laissant de la nourriture non périssable, des bouteilles d'eau, une nouvelle couverture chaude et d'autres dessins. Il laissa aussi une simple note. « Camille et Théo, je m'appelle Antoine. J'ai trouvé votre note dans mon portefeuille. Merci pour votre honnêteté. J'aimerais vous rencontrer et vous aider. Je serai à la boulangerie du Bois tous les soirs à 18h. » Le 5e jour de sa recherche, Antoine était à la boulangerie du Bois, buvant un café et attendant patiemment. Hélène, son assistante, appelait sans cesse à propos de contrats qui nécessitaient sa révision et de réunions cruciales qu'il avait manquées. Pour la première fois, rien de tout cela ne lui semblait important. Jean s'approcha, remplissant sa tasse. « Vous savez, Antoine, en 30 ans à servir les gens dans cette boulangerie, je n'ai jamais vu quelqu'un changer autant en si peu de temps, » remarqua-t-il. Antoine leva les yeux, surpris. « Que voulez-vous dire? Quand vous êtes entré ici pour la première fois, vous sembliez, je ne sais pas, distant, comme si vous marchiez dans un rêve qui n'était pas le vôtre. Maintenant, vous semblez plus présent. » Antoine réfléchit à ces mots. Ils étaient vrais. Depuis qu'il avait commencé à chercher Camille et Théo, il se sentait différent, plus vivant, plus connecté au monde qui l'entourait. Ces derniers jours, à chercher ces enfants, m'ont fait voir des choses qui étaient toujours devant moi, mais que j'avais choisi d'ignorer, admit-il. Jean hocha la tête, compréhensif. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour nous réveiller. Une note écrite par une fillette de 5 ans avec plus de caractère que la plupart des adultes que je connais, dit Antoine en souriant légèrement. La cloche de la porte tinta, incitant les 2 hommes à regarder vers l'entrée. Ce n'était qu'un client régulier que Jean salua par son nom. Antoine soupira, jetant un coup d'œil à sa montre. Il était près de 20 heures et il n'y avait toujours aucun signe des enfants. Malgré cela, il ne se sentait pas découragé, seulement plus déterminé. Demain, il chercherait à nouveau, et le jour d'après, aussi longtemps qu'il le faudrait. « Ils viendront », dit Jean comme s'il lisait dans ses pensées. « Soyez patient, soyez... » Antoine hocha la tête, savourant la dernière gorgée de café. La recherche de Camille et Théo était devenue plus qu'une simple mission. C'était le but qui manquait à sa vie.
Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine Moreau ressentait de l'espoir, non seulement de trouver les enfants, mais aussi de trouver quelque chose de précieux en lui-même. 10 jours s'étaient écoulés depuis qu'Antoine avait commencé sa recherche de Camille et Théo. 10 jours d'efforts infructueux, d'espoirs déçus et de déceptions subséquentes. 10 jours d'attente à la boulangerie de Jean qui se terminaient toujours de la même manière, par rien. Les enfants s'étaient évanouis comme de petits fantômes dans l'immensité de la ville. Ce soir-là, Antoine céda finalement aux supplications insistantes d'Hélène et assista à un gala de charité au musée d'Orsay. Vêtu de son smoking, parmi des gens discutant de leur don d'1 million de dollars en sirotant des verres de champagne à 200 €, il se sentit plus déplacé que jamais. Chaque conversation semblait superficielle, chaque sourire forcé. Son esprit revenait constamment à 2 petits visages qu'il ne connaissait que par des descriptions et un croquis sommaire. Dès qu'il le put, il s'éclipsa. Il était près de 23h lorsque son chauffeur le déposa à quelques rues de son appartement. Antoine congédia la voiture, disant qu'il marcherait le reste du chemin. Il avait besoin de réfléchir, de respirer. Une légère pluie se mit à tomber, mais cela ne le dérangeait pas. Les rues étaient presque désertes à cette heure, avec seulement quelques taxis de passage et des noctambules pressés. C'est alors que, passant devant une rue latérale, quelque chose attira son attention. Sous l'auvent d'une boutique fermée, partiellement cachée dans l'ombre, se trouvaient 2 petites silhouettes recroquevillées. Il y a quelques semaines, Antoine serait probablement passé sans les voir, mais ses yeux étaient désormais entraînés à chercher exactement cela. Il s'approcha lentement, ne voulant pas effrayer qui que ce soit. La faible lueur d'une enseigne au néon voisine illumina brièvement leur visage. Une fille protégeant un garçon plus petit. Le cœur d'Antoine s'emballa. Serait-ce eux? Le garçon toussa, un son rauque et douloureux, et la fille le serra plus fort, essayant de le réchauffer avec son petit corps. Il frissonnait visiblement, même dans la faible lumière. « Camille » appela doucement Antoine, s'arrêtant à une distance de sécurité. La fille leva brusquement la tête, les yeux écarquillés de peur. Elle attira le garçon plus près d'elle, comme pour se préparer à fuir. La faible lumière révéla son visage mince et ses yeux méfiants. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix qui tentait de paraître forte, malgré sa peur évidente. Antoine s'approcha un peu plus, gardant ses mains visibles dans un geste qu'il espérait rassurant. « Je m'appelle Antoine Moreau. Je vous cherche, toi et Théo, depuis plusieurs jours. » Au son de son nom, Camille se tendit encore plus. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle évaluait Antoine de la tête aux pieds. Le smoking élégant, les chaussures chères et l'allure de quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de la nourriture ou d'un abri. « Comment connaissez-vous nos noms » demanda-t-elle, la méfiance claire dans chaque syllabe. Antoine s'accroupit lentement pour être à sa hauteur, maintenant une distance respectueuse. « Tu as trouvé mon portefeuille il y a presque 2 semaines. Tu as laissé une note dedans, tu te souviens ? Monsieur Dubois de la boulangerie me l'a donné. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent de reconnaissance, suivis d'un éclair de peur encore plus fort. Sa petite main serra Théo plus fort. « J'allais rembourser l'argent, dit-elle rapidement, la voix tremblante. J'ai promis dans la note. J'avais juste besoin de temps pour... » Théo toussa de nouveau, un son qui semblait déchirer sa petite poitrine. Il était pâle, les lèvres légèrement bleues. Antoine sentit un nœud dans sa poitrine en voyant l'état du garçon. « Camille, écoute, dit-il aussi doucement que possible. Je ne suis pas là pour récupérer quoi que ce soit. Je suis venu te remercier et pour aider. » La fille le regarda, dubitative. « Ne t'inquiète pas pour l'argent du pain, » continua Antoine, se souvenant des mots exacts qu'il avait prévu de dire s'il la trouvait. « Ce que tu as fait était très noble, Camille. » Elle cligna des yeux, clairement confuse. « Vous n'êtes pas en colère que j'ai pris votre argent ?»« En colère ?» Antoine secoua la tête, en souriant légèrement. « Au contraire, j'ai été ému par ton honnêteté. Tu aurais pu garder tout le portefeuille, tout l'argent,
mais tu n'as pris que ce qui était nécessaire pour nourrir ton frère. Et tu as quand même laissé une note promettant de rembourser. » Camille semblait incapable de croire ce qu'elle entendait. Personne ne l'avait jamais félicitée pour son honnêteté. En fait, en vivant dans la rue, les gens l'avaient souvent traitée d'idiote, de ne pas profiter des opportunités. Théo se mit à trembler violemment, laissant échapper un faible gémissement, s'appuyant plus lourdement contre sa sœur. Antoine remarqua à quel point la respiration du garçon était devenue difficile et bruyante. « Ton frère a besoin d'un médecin, Camille, » dit-il d'un ton urgent, mais toujours calme. La peur revint immédiatement dans les yeux de la jeune fille. « On ne peut pas aller à un hôpital. Ils appelleront les services sociaux. Ils nous sépareront. »« Je connais une clinique privée où cela n'arrivera pas, » l'assura Antoine. « Je peux vous y emmener tout de suite. Pas de questions, pas de services sociaux. Je le promets. » Camille hésita, regardant son frère avec inquiétude. Théo allait manifestement de plus en plus mal. Son front était chaud contre son cou, contrastant avec ses mains glacées. « Camille » appela doucement Antoine. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais ton frère a besoin d'aide. S'il te plaît. » Un long moment passa pendant que Camille regardait de Théo à Antoine et vice-versa. Finalement, elle hocha la tête, presque imperceptiblement. « Si vous essayez de nous séparer, on s'enfuira, » prévint-elle, le menton levé avec défi, malgré sa peur. « Compris, » acquiesça Antoine, soulagé qu'elle ait accepté. Il s'approcha lentement et, avec la permission silencieuse de Camille, prit Théo dans ses bras. Le garçon était plus léger qu'il ne devrait l'être pour son âge, son corps frêle tremblant de fièvre. Antoine enleva sa veste de smoking et en enveloppa l'enfant. « Je vais prendre un taxi, » dit-il en regardant Camille, qui se leva et resta à ses côtés, vigilante. Il y a une clinique à environ 10 minutes d'ici. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans un taxi. Camille, assise raidement sur le bord du siège, prête à sauter si nécessaire, tandis qu'Antoine tenait Théo contre sa poitrine, essayant de réchauffer le garçon dont la respiration était visiblement laborieuse. Le chauffeur regarda plusieurs fois dans le rétroviseur, clairement curieux de voir un homme en smoking tenant un enfant malade et mal habillé, accompagné d'une petite fille tout aussi dépenaillée. Mais quelque chose dans l'expression sérieuse d'Antoine l'empêcha de poser des questions. À la clinique privée, les portes s'ouvrirent immédiatement. Un seul appel d'Antoine pendant le trajet avait assuré qu'un médecin les attendrait, malgré l'heure tardive. Camille resta près d'Antoine pendant qu'ils emmenaient Théo dans une salle d'examen, ses yeux vigilants surveillant chaque mouvement du personnel médical. Le docteur Dubois, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine, examina Théo avec soin. Camille refusa de quitter le côté de son frère, même lorsque les infirmières lui suggérèrent d'attendre dehors. Antoine respecta sa décision, restant à quelques pas en arrière pour leur donner de l'espace. Un début de pneumonie fut le diagnostic du médecin après avoir écouté la respiration de Théo et examiné les radiographies. Nous l'avons attrapé à temps, mais ça aurait pu s'aggraver rapidement si vous aviez attendu. Il aura besoin d'antibiotiques, de traitements par nébuliseur et de beaucoup de repos. « Il va s'en sortir » demanda Camille, sa voix petite et effrayée. Le docteur Dubois lui sourit gentiment. « Il s'en sortira, ma puce. Les enfants sont étonnamment résistants, mais il a besoin de quelques jours de soins appropriés. » Pendant que Théo recevait sa première dose de médicaments et subissait sa première séance de nébuliseur, Camille autorisa finalement une infirmière à examiner ses propres égratignures et ecchymoses, plus sur l'insistance d'Antoine que de son propre chef. « Et maintenant » demanda-t-elle, une fois toutes les procédures terminées, Théo dormant paisiblement sous l'effet des médicaments. La question était simple, mais chargée d'anxiété. Antoine savait ce que cette question signifiait réellement. Où irait-il? Retournerait-il dans la rue, dans un refuge où il pourrait être séparé? « J'ai un grand appartement avec plusieurs chambres vides, » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « Vous pouvez y rester pendant que Théo se remet. Vous aurez une chambre sûre, des repas chauds, un bain. Sans engagement, sans questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. » Camille l'étudia un long moment. « Pourquoi faites-vous ça pour nous »
C'était une question simple, mais Antoine réalisa qu'il n'y avait pas de réponse simple. Pourquoi faisait-il tout ça? Par culpabilité pour son privilège? Par solitude? Un désir de rédemption? Parce que ta note m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, dit-il finalement. Qu'il y a encore des gens intègres dans ce monde, et que peut-être je peux faire quelque chose de plus significatif avec ce que j'ai que de simplement accumuler davantage. La réponse sembla satisfaire Camille, ou du moins, elle était trop fatiguée pour poser plus de questions. Quand Théo sortit de la clinique avec des ordonnances et des instructions de soins, elle laissa Antoine les conduire à son appartement. Dans le luxueux ascenseur privé qui menait directement à l'attique, Camille avait les yeux écarquillés malgré ses efforts pour le cacher. Théo, à moitié endormi dans les bras d'Antoine, cligna un peu des yeux en arrivant dans l'appartement lumineux, mais les referma rapidement, épuisé. « Vous pouvez rester dans cette chambre », dit Antoine en les conduisant dans l'une des chambres d'amis. Elle avait un lit king-size avec des draps en coton égyptien, une télévision à écran plat sur le mur et une vue imprenable sur la ville à travers des fenêtres allant du sol au plafond. Camille semblait complètement déplacée dans ce décor, ses pieds nus et sales sur le tapis immaculé, sa robe déchirée contrastant fortement avec l'opulence environnante. Antoine pouvait voir à quel point elle se sentait mal à l'aise. « La salle de bain est là, » dit-il en essayant de paraître naturel. « Il y a des serviettes propres, des peignoirs, tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous préparer quelque chose de léger à manger. » Il posa Théo sur l'immense lit, où il paraissait encore plus petit au milieu des draps blancs, et partit pour donner à Camille un peu d'intimité. Dans la cuisine, alors qu'il préparait une simple soupe, l'une des rares choses qu'il savait faire, Antoine réfléchit à la façon dont sa vie avait tourné de manière inattendue. Il y a 2 semaines, il se sentait vide, ennuyé, déconnecté de tout et de tout le monde. Maintenant, 2 enfants inconnus étaient dans son appartement, et pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment utile. Quand il retourna dans la chambre avec un plateau, il trouva Camille assise raidement sur le bord du lit, venant d'essuyer le visage de Théo avec une serviette humide et de lui peigner les cheveux avec ses doigts. Le garçon dormait profondément, sa respiration encore un peu laborieuse, mais bien meilleure qu'auparavant. « J'ai apporté de la soupe et des sandwichs, » dit Antoine en posant le plateau sur une table d'appoint. « Rien de trop lourd, mais ça vous aidera à reprendre des forces. » Camille regarda la nourriture, puis Antoine. « Merci, » chuchota-t-elle finalement, presque inaudible. Il hocha la tête, s'asseyant dans un fauteuil voisin, gardant une certaine distance pour qu'elle ne se sente pas intimidée. « Tu dois être fatigué. Mange quelque chose et ensuite repose-toi. On pourra parler davantage demain matin. » Camille mangea lentement, comme si elle savourait chaque cuillerée. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers Théo, le surveillant même dans son sommeil. Puis, à contre-cœur, elle s'allongea à côté de son frère, bien qu'Antoine puisse dire qu'elle ne prévoyait pas de dormir. Elle montrait la garde, protégeant Théo. « Bonne nuit, Camille, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai dans le salon. »« Monsieur Moreau » appela-t-elle juste au moment où il allait partir. Antoine se retourna. « Vous ne voulez vraiment pas récupérer l'argent ?» Il sourit légèrement. « Vraiment pas. Et s'il te plaît, appelle-moi Antoine. » Au cours des 2 nuits suivantes, une routine s'installa naturellement. Théo prenait ses médicaments, faisait ses séances de nébuliseur et reprenait lentement des forces, bien qu'il ait encore des quintes de toux et une fièvre occasionnelle. Camille, en tant que gardienne constante, administrait les médicaments sous la supervision d'Antoine, baignait son frère et lui racontait des histoires au coucher, des contes inventés sur des lieux magiques où la nourriture ne manquait jamais et où personne n'avait à avoir peur. Le 3e jour, alors qu'Antoine travaillait sur son ordinateur portable dans le salon et que Théo regardait des dessins animés dans la chambre, Camille apparut silencieusement à ses côtés. « Je peux te parler ?» demanda-t-elle, sa petite voix empreinte d'une résolution déterminée. Antoine ferma immédiatement l'ordinateur portable. « Bien sûr. Tu veux t'asseoir ?» Elle hocha la tête, grimpant maladroitement sur le fauteuil surdimensionné, ses jambes pendantes n'atteignant pas le sol.
Tu as été vraiment gentil avec nous, commença-t-elle en regardant ses propres mains. Personne. Eh bien, personne ne s'est autant soucié de nous depuis la mort de maman. Antoine sentit un pincement au cœur. « Je suis désolé pour ta mère, Camille. » Elle hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure. « C'était il y a 1 an. Elle est tombée très malade, comme Théo, mais en pire. On n'avait pas d'argent pour les médecins. »« Et ton père ?» demanda doucement Antoine. Le visage de Camille se durcit. « Il est parti avant que maman ne tombe malade. Il a juste disparu un jour. N'a jamais rien dit, n'a jamais expliqué. Juste parti. » Antoine sentit une vague de colère envers cet homme inconnu qui avait abandonné sa famille, laissant derrière lui une fillette de 4 ans et un garçon de 2 ans. Après la mort de maman, une voisine s'est occupée de nous pendant un certain temps, mais elle avait trop de problèmes. Elle ne pouvait pas nous garder. Puis des gens du gouvernement sont venus, voulant nous emmener. « Les services sociaux », précisa Antoine. Camille hocha la tête solennellement. Ils allaient nous séparer. Ils ont dit que personne n'adopte 2 enfants à la fois, que ce serait plus facile de trouver une famille juste pour Théo parce qu'il est plus jeune. Alors tu t'es enfui avec lui, dit doucement Antoine. Je ne pouvais pas les laisser prendre mon frère, dit-elle, étonnamment ferme pour quelqu'un de si petit. J'ai promis à maman que je prendrais toujours soin de lui. Antoine regarda cette fille extraordinaire, seulement 5 ans, portant le poids du monde sur ses épaules. Qu'aurait-il fait à cet âge dans de telles circonstances? Certainement pas faire preuve d'une fraction de son courage et de sa détermination. « Tu es très courageuse, Camille, » dit-il sincèrement, « et tu as fait un travail incroyable en prenant soin de ton frère. » Elle rougit un peu, inhabituelle aux compliments. « Merci de nous avoir aidés. Théo se sent beaucoup mieux maintenant. »« Je suis content de l'entendre, » dit Antoine en souriant. Camille tripota l'ourlet du nouveau t-shirt qu'Antoine lui avait acheté, simple mais propre et sans déchirure. « Est-ce que tu vas appeler les services sociaux quand Théo ira mieux ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing. Il était évident qu'elle portait cette peur depuis le début, malgré ses efforts pour la rassurer. « Pas si tu ne le veux pas, » répondit-il avec précaution. Elle leva les yeux, pleine d'espoir mais prudente. « Vraiment ? Vraiment, confirma-t-il. Mais Camille, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la rue. Ce n'est ni sûr ni sain. Ce qui est arrivé à Théo le prouve. » Elle baissa de nouveau le regard. « Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. On n'a nulle part où aller. » Antoine prit une profonde inspiration. L'idée qui se formait dans son esprit depuis quelques jours se solidifia. « Et si vous restiez ici, avec moi ?» Camille le regarda avec suspicion, comme si elle s'attendait à un piège. « Pour combien de temps ? » « Aussi longtemps que vous en aurez besoin, » répondit Antoine. « J'ai beaucoup d'espace, comme tu peux le voir. Et pour être honnête, cet endroit ne m'a jamais vraiment semblé être un foyer jusqu'à votre arrivée. » C'était vrai, réalisa-t-il avec une certaine surprise. En seulement 3 jours, la présence des enfants avait transformé son appartement stérile et impersonnel en quelque chose de plus proche d'un foyer. Leurs petites chaussures dans le couloir, les dessins de Théo éparpillés sur la table basse, même les jouets qu'il leur avait achetés la veille, tout cela apportait de la vie à ce qui ressemblait autrefois à une simple salle d'exposition de luxe. Camille réfléchit un long moment. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle finalement. Antoine sourit, touché par son inquiétude. « Toi et Théo n'êtes pas un fardeau, Camille. Vous ?» Il hésita, surpris par l'intensité de ses propres sentiments. « Vous m'avez apporté quelque chose dont j'avais besoin sans même le savoir. »« Quoi ?» demanda-t-elle, curieuse. « Un but, » répondit-il simplement. « Une raison de me réveiller, en dehors de gagner plus d'argent dont je ne sais que faire. » Camille digéra cela lentement, son petit visage sérieux pesant les implications. « Je peux y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. Antoine hocha la tête, respectant sa prudence. « Bien sûr, il n'y a pas d'urgence, et quoi que tu décides, je promets de vous aider tous les deux du mieux que je peux. » Cette nuit-là,
Après que les enfants se soient endormis, Antoine se tenait sur le balcon de son attique, regardant les lumières de la ville. Il pensa à sa vie d'avant. Le vide, la monotonie, la solitude masquée par le succès, et puis à la façon dont tout avait changé depuis qu'il avait trouvé une simple note écrite par un enfant. En seulement 2 semaines, il avait découvert en lui des choses qu'il ne soupçonnait pas. La patience de s'occuper d'un garçon malade, la compréhension pour faire face aux craintes justifiées d'une fille traumatisée, et surtout une affection sincère qui grandissait chaque jour pour ces 2 enfants qui étaient encore de parfaits inconnus récemment. Antoine sourit à la nuit étoilée, ressentant une certitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Quoi qu'il arrive ensuite, sa vie ne serait plus jamais la même. Et il réalisa avec surprise que c'était exactement ce qu'il voulait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Antoine avait amené Camille et Théo dans son appartement. 3 semaines de changements profonds, non seulement dans l'environnement physique, maintenant rempli de jouets, de livres pour enfants et de dessins colorés sur des murs autrefois immaculés, mais surtout en Antoine lui-même. Pour la première fois de sa vie d'adulte, sa routine ne tournait plus autour des réunions d'entreprise et des dîners d'affaires. Maintenant, il y avait des heures de repas, des lectures au coucher et des rires spontanés chaque fois que Théo disait quelque chose d'inattendu ou que Camille faisait preuve de sa sagesse précoce. Ce matin-là, en préparant le petit déjeuner, une autre nouveauté puisqu'il comptait entièrement sur une gouvernante auparavant, Antoine regardait les enfants assis au comptoir de la cuisine. Théo, complètement remis de sa pneumonie, grignotait joyeusement du pain grillé avec de la confiture, tandis que Camille feuilletait un livre de sciences qu'Antoine lui avait acheté après avoir découvert sa fascination pour les animaux marins. « Savais-tu que les baleines bleues ont un cœur de la taille d'une petite voiture ?» demanda Camille, sans lever les yeux de son livre. « Non, je ne le savais pas, » répondit Antoine en souriant alors qu'il versait du jus d'orange dans les petites tasses qu'il avait achetées spécialement pour eux. « C'est incroyable. Et elles peuvent vivre jusqu'à 100 ans, continua-t-elle. Imagine ce qu'elles doivent voir dans les profondeurs de l'océan. » Théo arrêta de mâcher, les yeux écarquillés d'émerveillement. « 100 ans? C'est plus vieux que toi, Antoine ?» Antoine rit, s'asseyant avec eux. « Beaucoup plus vieux. Je n'ai que 30 ans, Théo. »« C'est beaucoup, » déclara solennellement le garçon, faisant rire Antoine encore plus fort. Ces moments simples étaient devenus précieux pour lui. Mais avec la joie, une inquiétude grandissait. Le statut juridique de cet arrangement. Il hébergeait 2 enfants sans aucune documentation ni autorisation. Si les autorités le découvraient, Camille et Théo pourraient être emmenés, précisément ce que la jeune fille craignait le plus. Après le petit déjeuner, pendant que les enfants regardèrent une émission éducative que Camille avait sélectionnée pour que Théo apprenne, Antoine se retira dans son bureau et passa un appel qu'il avait repoussé. « Maître Durand, c'est Antoine Moreau. J'ai besoin de vos conseils sur une affaire délicate. » Maître Robert Durand était l'avocat de la famille Moreau depuis des décennies, un homme discret et efficace qui avait sauvé Antoine de situations compliquées à plusieurs reprises. « Je m'occupe actuellement de 2 enfants orphelins, » expliqua Antoine en choisissant ses mots avec soin. « Leur mère est décédée et leur père les a abandonnés. Je veux connaître mes options légales pour continuer à m'occuper d'eux sans qu'ils soient pris par le système des services sociaux. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Monsieur Moreau, êtes-vous en train de me dire que vous avez 2 enfants vivant chez vous sans aucune garde légale ?» La voix de Maître Durand semblait préoccupée. « Exactement, c'est compliqué. Techniquement, ce que vous faites pourrait être considéré comme un enlèvement, ou du moins une violation des lois sur la protection de l'enfance. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je n'ai enlevé personne, Robert. J'ai trouvé ces enfants vivant dans la rue, pratiquement affamés et malades. Je leur donne un foyer sûr, de la nourriture, des soins médicaux. Je comprends vos intentions, mais la loi ne fonctionne pas sur les intentions seules, » expliqua patiemment l'avocat. « J'ai besoin que vous me donniez plus de détails afin que nous puissions trouver la meilleure ligne de conduite. » Après avoir expliqué la situation complète, omettant soigneusement l'épisode du portefeuille pour protéger Camille, Antoine écouta attentivement Maître Durand exposer ses options. « La voie la plus sûre serait d'avertir immédiatement les services sociaux, » conclut l'avocat.
Ils feront une évaluation et placeront éventuellement les enfants dans un foyer temporaire pendant l'enquête. « Non !» le coupa fermement Antoine. Camille est terrifiée par les foyers. Ils essaient de les séparer. Je ne peux pas leur faire ça. Alors, la deuxième option est de demander la tutelle temporaire pendant que nous cherchons des informations sur le père. S'il les a vraiment abandonnés, ses droits parentaux peuvent être révoqués, ouvrant la voie à une éventuelle adoption. Le cœur d'Antoine s'emballa à la mention de l'adoption, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé pour lui-même, mais qui lui semblait maintenant étrangement juste. Combien de temps ce processus prendrait-il? Habituellement des mois, mais compte tenu de vos ressources et de vos relations? Maître Durand laissa la phrase en suspens. « Je ne veux pas utiliser mon influence pour sauter des étapes, » dit Antoine. « Je veux faire ça de la bonne manière. Mais je ne veux pas non plus que les enfants soient emmenés pendant que le processus est en cours. Je comprends. Je peux contacter des contacts aux services sociaux pour travailler discrètement sans retirer les enfants pendant que vous démontrez que vous êtes un tuteur approprié. Mais je vous préviens, ce sera un processus invasif. Ils enquêteront sur votre passé, vos finances, votre style de vie. Vous devez être préparé. »« Je le suis, » répondit Antoine sans hésitation. Après avoir raccroché, il s'assit quelques minutes, digérant la conversation. Il devait en parler à Camille, mais comment expliquer des procédures juridiques complexes à une fillette de 5 ans dont la seule rencontre avec les autorités avait conduit à un traumatisme? Antoine trouva son opportunité ce soir-là, après que Théo se soit endormi. Camille, comme d'habitude, était à côté de son frère, veillant même si ce n'était plus nécessaire. « Camille » appela doucement Antoine depuis la porte. « On peut parler un peu dans le salon ?» Quelque chose dans son ton a dû alerter la jeune fille, car elle se tendit immédiatement. Pourtant, elle le suivit jusqu'au canapé, s'asseyant le dos droit et les yeux concentrés, la posture de quelqu'un toujours prêt à réagir à une menace. « Nous devons parler de quelque chose d'important, » commença Antoine, s'asseyant à une courte distance pour la mettre à l'aise. « À propos de votre avenir. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent d'alarme. « Tu nous renvoies ?»« Non !» la rassura rapidement Antoine. « Pas du tout. En fait, c'est le contraire. Je veux m'assurer que vous pouvez rester ici en toute sécurité, sans vous soucier d'être emmené. » Elle se détendit légèrement, mais resta vigilante. « Comment ? Il y a un système, Camille, pour s'occuper des enfants qui n'ont pas de parents présents. Parfois, ça marche bien, parfois non. Dans votre cas, quand Théo et moi nous sommes enfuis, ils allaient nous séparer, » l'interrompit-elle, sa voix basse mais ferme. « Ils ont dit que ce serait plus facile de trouver une famille pour Théo seul que pour nous deux ensemble. » Antoine hocha la tête avec sympathie. « Tu as été très courageuse de protéger ton frère. Mais maintenant, nous sommes dans une position délicate. Légalement, je n'ai pas le droit de m'occuper de vous sans autorisation officielle. » La peur revint dans les yeux de Camille. « Ils vont nous prendre ? » ?»« Pas si je peux l'empêcher, » assura Antoine. « J'ai parlé avec un avocat aujourd'hui. Il a expliqué que je peux demander à devenir votre tuteur légal. Cela signifie que j'aurai l'autorisation officielle de m'occuper de vous, de m'assurer que vous allez à l'école, de vous emmener chez le médecin, tout ça. Mais, et s'il ne te laisse pas faire? Et s'il décide qu'il vaut mieux pour nous d'aller dans un foyer ?» La voix de Camille tremblait légèrement. Antoine se rapprocha, hésitant avant de poser sa main sur la petite main de Camille. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ça. L'avocat a dit que nous pouvons le faire de manière à ce que vous puissiez rester tous les deux ici pendant tout le processus. » Camille resta silencieuse un moment, absorbant l'information. « Mon père? Et s'il revient ?» La question prit Antoine au dépourvu. Il n'avait pas envisagé la possibilité que le père qui les avait abandonnés revienne soudainement. « S'il revient, dit lentement Antoine, la situation serait réévaluée. Mais il devrait prouver qu'il est capable de s'occuper de vous. Et après vous avoir laissés tous les deux comme il l'a fait, il ne nous a peut-être pas quittés exprès, » défendit Camille, surprenant Antoine. Malgré tout, il y avait encore une loyauté résiduelle. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose aussi. Antoine hocha la tête. « Tu as raison, nous ne savons pas avec certitude.
Une partie du processus consistera à essayer de le retrouver et de comprendre ce qui s'est passé. Voyant le conflit sur son visage, Antoine sentit le besoin de la rassurer. « Camille, mon seul but est de m'assurer que toi et Théo êtes en sécurité et heureux. Je promets que je ne ferai rien qui vous sépare. Nous sommes dans le même bateau maintenant, d'accord ?» Elle l'étudia un long moment, comme si elle essayait de lire son âme. « Tu promets que tu ne nous quitteras pas comme papa l'a fait ?» La question frappa profondément Antoine. « Je le promets, Camille. Je suis là pour rester, pour prendre soin de vous. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Camille initia un contact physique, tendant son petit doigt. Promesse du petit doigt? Antoine sourit, entrelaçant son petit doigt avec le sien. Promesse du petit doigt? Le lendemain matin, Antoine convoqua une réunion avec ses principaux dirigeants et partenaires. La rumeur s'était répandue qu'il s'était pratiquement retiré des affaires ces dernières semaines pour s'occuper de 2 enfants des rues, comme quelqu'un l'avait dit crûment, provoquant inquiétude et désapprobation. « Antoine, cher ami, nous comprenons votre impulsion philanthropique, commença Richard Barnes, l'un des plus anciens partenaires, mais il y a des manières appropriées d'aider, des dons à des œuvres de charité, la création de fondations. S'impliquer personnellement comme ça est inapproprié, compléta Antoine, son ton calme mais ferme. Risqué pour la réputation de l'entreprise, franchement, répondit Barnes sans embâge. Vous êtes le visage de Moreau Entreprises. Vos actions personnelles affectent directement l'entreprise. Et adopter 2 enfants dans le besoin nuirait à notre image? Demanda Antoine en haussant un sourcil. Ce n'est pas si simple, intervint Hélène, son assistante de longue date. Il y a des questions juridiques en jeu. Des rumeurs selon lesquelles vous hébergez des enfants sans autorisation appropriée pourraient être désastreuses. C'est pourquoi j'ai entamé le processus de tutelle, expliqua Antoine. Je suis les étapes légales appropriées. Même ainsi, insista un autre dirigeant, le Conseil s'inquiète de votre changement soudain de priorité. L'entreprise a besoin de toute votre attention. Antoine regarda autour de la table les visages des personnes avec qui il avait travaillé pendant des années, dont certaines qu'il considérait presque comme des amis. Il vit une réelle inquiétude chez certains, un calcul froid chez d'autres. « Laissez-moi être clair, » dit-il en se penchant en avant. « Ma décision concernant Camille et Théo n'est pas négociable. Ils resteront avec moi. Ce que nous pouvons discuter, c'est comment réorganiser mes responsabilités pour que je puisse m'occuper d'eux et de l'entreprise. » Le silence tendu qui suivit était palpable. Finalement, Hélène soupira. « Tu as toujours été têtu, Antoine. Si c'est ta décision finale, nous trouverons un moyen de la faire fonctionner pour tout le monde. » Dans les jours qui suivirent, Antoine se retrouva à jongler entre les réunions avec les travailleurs sociaux, évaluant discrètement sa capacité en tant que tuteur, les consultations juridiques sur le processus de tutelle et les soins quotidiens des enfants. À sa surprise, Théo s'adapta de manière impressionnante. Le garçon, autrefois timide et craintif, courait maintenant dans l'appartement avec une énergie débordante, posait des questions sans fin et suivait Antoine comme une petite ombre enthousiaste. « Antoine, regarde !» s'exclama Théo un après-midi, lui montrant un dessin coloré. « J'ai dessiné nous, toi, moi, Camille et Rex. » Rex était le dinosaure en peluche qu'Antoine lui avait acheté, devenu le compagnon inséparable du garçon. « C'est incroyable, Théo !» loua Antoine, sincèrement impressionné par les détails pour un enfant de 3 ans. « Mettons-le sur le frigo. » Camille observait ces interactions avec un mélange de soulagement et de prudence. Antoine remarqua comment elle se détendait un peu plus chaque jour en voyant son frère heureux, mais elle maintenait toujours cette vigilance constante, comme si elle s'attendait à ce que tout s'effondre à tout moment. Un soir, alors qu'Antoine lisait une histoire au coucher à Théo, qui insistait pour entendre le même livre de dinosaures pour la 10e fois d'affilée, il remarqua Camille à la porte, les regardant avec une expression pensive. Plus tard, quand Théo s'assoupit enfin, elle s'approcha d'Antoine dans le couloir. « Antoine, » chuchota-t-elle, « tu vas vraiment essayer de nous garder? D'être notre vrai tuteur? » « Oui, Camille, » répondit-il avec toute la sincérité dont il était capable.
J'ai déjà déposé les papiers. J'ai une audience avec le juge dans quelques semaines. » Elle hocha la tête, absorbant la nouvelle. « Et si le juge dit non ?» Antoine se mit à sa hauteur. « Alors nous ferons appel et nous essaierons encore. Je n'abandonnerai pas Camille. » La jeune fille étudia son visage un instant avant de poser la question qui la tourmentait manifestement. « Pourquoi ? Pourquoi fais-tu tout ça pour nous ?» C'était une question qu'Antoine s'était posée à lui-même aussi. Pourquoi s'était-il autant attaché à ses enfants en si peu de temps? Pourquoi était-il prêt à affronter les tribunaux, l'opinion de ses pairs et une réorganisation complète de sa vie pour eux? « Parce que vous m'avez montré ce qui compte vraiment, » répondit-il honnêtement. « Avant de vous rencontrer, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais rien qui comptait vraiment. »« Comme quoi ?» demanda Camille, réellement curieuse. « Comme un but, un lien, la chance de faire vraiment une différence dans la vie de quelqu'un, » expliqua Antoine. « Vous m'avez donné ça, Camille, et je veux vous donner, à toi et à Théo, la stabilité et l'amour que vous méritez. » Quelque chose changea dans le regard de Camille. Une petite barrière tomba, une lueur d'espoir qu'elle s'autorisait rarement. Sans un mot, elle étendit les bras dans un geste hésitant. Surpris et profondément ému, Antoine la serra doucement dans ses bras. C'était le premier câlin qu'elle initiait, un petit miracle de confiance. À cet instant, en tenant cet enfant extraordinaire dans ses bras, Antoine sut avec une certitude absolue qu'il se battrait contre le monde entier, si nécessaire, pour garder Camille et Théo en sécurité. La décision qu'il avait prise n'était pas seulement sérieuse, c'était l'engagement le plus important de sa vie. Le bureau de l'inspecteur Moreau était exactement comme Antoine l'imaginait. Petit, légèrement chaotique, avec des dossiers empilés sur diverses surfaces et une odeur persistante de café fort. L'inspecteur Moreau, un homme petit et solide, aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs, feuilletait les documents qu'il venait d'imprimer. « J'ai trouvé des informations sur le père des enfants, » dit-il en poussant un dossier vers Antoine. Mathieu Dubois, 32 ans, travaillait comme mécanicien jusqu'à il y a environ 2 ans. Antoine ouvrit le dossier le cœur battant. Au cours des dernières 2 semaines, alors que le processus de tutelle avançait, il avait engagé l'inspecteur pour enquêter sur la localisation du père de Camille et Théo. Les services sociaux cherchaient aussi, mais Antoine voulait être préparé, savoir exactement à quoi il avait affaire. « Il a un casier judiciaire », continua l'inspecteur en montrant les documents. « Il a été arrêté pour sa participation à un vol il y a environ 1 an et 8 mois, condamné à 2 ans. » Antoine leva les yeux, surpris. Donc, ça veut dire qu'il pourrait avoir été libéré récemment, ou qu'il est sur le point de l'être. L'inspecteur termina. « Le système pénitentiaire libère souvent les détenus pour bonne conduite, avant qu'ils n'aient de purger la totalité de leur peine. » Un frisson parcourut Antoine. « Sait-il où sont les enfants ?» L'inspecteur secoua la tête. « D'après ce que j'ai compris, non. Quand il a été incarcéré, sa femme, Clara Dubois, était encore en vie. Elle est décédée 8 mois plus tard d'une pneumonie non traitée. Les enfants sont probablement restés avec des voisins ou des connaissances avant de se retrouver dans la rue. Mais il n'y a pas de registres officiels. Le système a perdu leurs traces. » Antoine examina la photo jointe au dossier. Un homme à l'expression durcie, aux cheveux sombres et avec la forme des yeux de Camille. C'était étrange de voir enfin le visage du père des enfants qui faisait maintenant partie de sa vie. « Il y a encore une chose, » ajouta l'inspecteur en hésitant. « Il n'avait aucun antécédent criminel. D'après ce que j'ai appris en parlant à d'anciens collègues, Dubois était considéré comme un père dévoué et travailleur. Le crime semble avoir été un acte désespéré après qu'il a perdu son emploi et accumulé des factures médicales pour sa femme, qui était déjà malade. » Antoine sentit un nœud dans son estomac. Cette information compliquait tout. Ce serait plus facile si Mathieu Dubois était simplement un criminel indigne. Mais maintenant, il y avait des nuances qu'il ne pouvait ignorer. « A-t-il essayé de retrouver les enfants quand il a été arrêté ?» demanda Antoine, redoutant la réponse. Les registres de la prison montrent qu'il a envoyé plusieurs lettres à leur dernière adresse connue, mais il n'a évidemment jamais eu de réponse, puisque la femme était décédée et que les enfants n'étaient plus là. Antoine remit les documents dans le dossier,
remercia l'inspecteur et partit l'esprit en ébullition. Dans la voiture, il regarda de nouveau la photo de Mathieu Dubois. L'homme n'avait pas abandonné ses enfants exprès. Il en avait été séparé par des circonstances tragiques. Cela changeait tout. À la maison, il retrouva la scène qui était devenue sa nouvelle normalité. Théo jouant sur le tapis du salon avec des blocs de construction. Camille dessinant à table, la langue légèrement tirée en signe de concentration, et Madame Girard, la gouvernante qui venait maintenant tous les jours et adorait les enfants, préparant le dîner dans la cuisine. Antoine sentit une vague de protection en voyant cette scène domestique. En seulement 2 mois, ses enfants étaient devenus son monde. « Antoine !» cria Théo en le voyant, courant les bras ouverts. Toine était la façon dont Théo avait commencé à l'appeler récemment, une version plus simple d'Antoine pour sa langue de 3 ans. Le surnom était resté, à la surprise et à la joie d'Antoine, un homme qui n'avait jamais eu de terme d'affection dans sa vie. « Salut, champion !» répondit-il en soulevant le garçon et en respirant l'odeur de shampoing pour enfant dans ses cheveux. « Tu construis quelque chose de cool? Une fusée pour aller sur la Lune ?» répondit Théo avec enthousiasme. « Tu verras, ce sera la plus grande fusée du monde. » Antoine rit, balançant le garçon d'un côté à l'autre avant de le reposer. Théo courut vers ses blocs, déterminé à finir son chef-d'œuvre. Camille s'approcha plus calmement, lui montrant son dessin, une image colorée d'Antoine tenant la main de Théo et d'elle. « C'est vraiment super, Camille », la complimenta-t-il sincèrement. « Tu es très talentueuse. » Une légère rougeur colora les joues de la jeune fille. Elle n'était toujours pas habituée aux compliments. « Merci, » dit-elle doucement. « Je peux le mettre sur le frigo avec les autres ? » « Bien sûr, c'est la place d'honneur. » Camille sourit et courut à la cuisine. Antoine la regarda, émerveillé par la transformation progressive dont il avait été témoin chez elle. La fille méfiante et gardée des premières semaines souriait maintenant plus souvent, posait des questions, exprimait des désirs. Récemment, elle avait même commencé à assister à des cours d'essai dans une école privée voisine, tandis que Théo allait à une école maternelle quelques matins par semaine. Mais maintenant, avec les informations sur le père, Antoine se demandait combien de temps ce bonheur soigneusement construit durerait. Après le dîner et la routine du soir, bain, brossage des dents, histoires au coucher. Antoine trouva Camille assise dans le petit fauteuil qu'il avait placé dans la chambre des enfants. Elle aimait toujours rester éveillée un peu plus tard que Théo, lisant généralement ou regardant simplement son frère dormir. « Camille » appela-t-il doucement depuis la porte. « On peut parler dans le salon un moment ?» Elle hocha la tête, le suivant. Ils s'assirent sur le canapé, Antoine prudent sur la façon d'aborder le sujet. « Tu te souviens que je t'ai parlé du processus pour que tu puisses rester ici, officiellement ?» commença-t-il. Camille hocha la tête, immédiatement en alerte. « Il s'est passé quelque chose de mal ?» « Non, non, la rassura-t-il rapidement. En fait, nous avons une date pour l'audience dans 3 semaines. Un juge examinera notre cas. Il nous laissera rester avec toi ? Demanda-t-elle, l'espoir évident dans sa voix. J'espère. Mais Camille, pour que le processus soit complet, nous devons parler de tes parents. Antoine fit une pause, observant sa réaction. Tu m'as parlé de ta mère, mais nous n'avons pas vraiment parlé de ton père. Le visage de Camille se ferma immédiatement. « Il est parti, » dit-elle simplement, les yeux fixés sur ses propres mains. « Il n'y a rien à dire. En fait, Camille, j'ai découvert des choses que je pense que tu devrais savoir, » dit Antoine avec précaution. « Ton père n'est pas parti parce qu'il le voulait. Il a eu des ennuis avec la loi et a dû s'en aller. » Camille leva les yeux, confuse. « Des ennuis avec la loi ? » ?»« Oui. » Il a fait quelque chose de mal et a dû aller en prison. « En prison ?» chuchota-t-elle, le mot comme une chose de méchant dans les histoires. Le cœur d'Antoine se serra. Comment pouvait-il expliquer à une fillette de 5 ans les complexités d'un système judiciaire qui punit souvent le désespoir autant que la malice ? Tous ceux qui vont en prison ne sont pas vraiment de mauvaises personnes, Camille. Parfois, ce sont des gens qui ont fait des erreurs, qui ont pris les mauvaises décisions dans des moments désespérés. Camille digéra cela en silence, le front plissé de concentration.
Alors, il ne nous a pas abandonnés exprès? D'après ce que j'ai trouvé, non. Il a essayé de rester en contact, mais quand ta mère est tombée malade, tout s'est compliqué. Antoine vit des émotions contradictoires traverser le visage de Camille. Confusion, colère, une lueur de soulagement rapidement réprimée. « Ça n'a pas d'importance, dit-elle finalement, la voix durcit. Il aurait dû rester avec nous. Maman avait besoin de lui. Nous avions besoin de lui. Tu as raison, acquiesça Antoine. Un père devrait être là pour ses enfants. Il aurait dû trouver un autre moyen. Camille hocha la tête, les yeux soudainement remplis de larmes. Est-ce qu'il sait où nous sommes maintenant? Non, mais... Antoine hésita devant être honnête. Il pourrait te chercher. Et s'il te trouve, en tant que père biologique, il a certains droits. Quels droits? Demanda Camille, la voix tremblante. Il pourrait te demander de vivre à nouveau avec lui. La panique immédiate dans les yeux de Camille était exactement ce qu'Antoine craignait. « Non !» s'exclama-t-elle plus fort qu'elle ne le voulait, jetant un rapide coup d'œil vers le couloir où Théo dormait. Baissant la voix, elle continua. « Je ne veux pas y aller. Je veux rester ici, avec toi. » Antoine sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, malgré la situation difficile. « Je veux que tu restes aussi, Camille. Je ferai tout ce que je peux pour que ça arrive. Promis? Promis. » Camille sembla se détendre un peu, bien que l'appréhension brille encore dans ses yeux. « Toine ?» dit-elle doucement, utilisant pour la première fois le surnom que Théo avait créé. « Et s'il se présente pour nous chercher ?» L'entendre utiliser le surnom brisa presque Antoine. C'était le premier signe clair que Camille le considérait comme faisant partie de sa famille, pas seulement un bienfaiteur ou un tuteur temporaire. « Alors nous y ferons face ensemble, » répondit-il, s'efforçant de garder sa voix stable. « Mais pour l'instant, nous avons l'audience qui arrive, et j'ai bon espoir. Mes avocats pensent que nos chances sont très bonnes. » Camille hocha la tête, semblant un peu plus à l'aise. Quand Antoine la raccompagna dans sa chambre, elle le surprit en lui demandant un câlin de bonne nuit, un autre petit miracle dans son acceptation progressive de l'affection. Dans les semaines qui suivirent, Antoine jongla entre la préparation de l'audience et les efforts pour maintenir la routine des enfants aussi normale que possible. Camille posait occasionnellement des questions sur son père, où il pourrait être s'il les cherchait, mais surtout, elle semblait déterminée à se concentrer sur le présent. La maison était remplie d'activités et de rires. Théo allait à l'école maternelle 3 matins par semaine et revenait avec des histoires et des dessins. Camille progressait rapidement dans sa classe d'essai, impressionnant les enseignants par son intelligence vive et sa soif de connaissance. Antoine, pour la première fois de sa vie d'adulte, mit le travail au second plan. Il délégua plus de responsabilités, refusa les voyages d'affaires et réorganisa complètement son emploi du temps pour être présent dans la vie quotidienne des enfants. À la surprise de ses partenaires, l'entreprise ne s'effondra pas. Au contraire, sa nouvelle perspective sur les priorités apporta une clarté qui manquait souvent à ses décisions précédentes. Un dimanche après-midi ensoleillé, Antoine emmena les enfants au jardin du Luxembourg. Théo courait avec excitation après les écureuils, tandis que Camille se balançait lentement, observant les autres familles autour d'elle. « Toine » appela-t-elle soudainement. « Est-ce qu'on est une famille maintenant ?» La question prit Antoine au dépourvu. « Qu'en penses-tu, répondit-il en s'asseyant sur la balançoire à côté d'elle. Camille y réfléchit sérieusement. « Je pense que oui. Les familles vivent ensemble, prennent soin les unes des autres et s'aiment, n'est-ce pas? » « Exactement. Alors on est une famille, conclut-elle simplement. Toi, moi et Théo. Antoine sentit ses yeux s'embuer. Oui, Camille, nous sommes une famille. La jeune fille sourit, un rare sourire complet qui illumina son petit visage. Je suis contente qu'on t'ait trouvé. Je suis content que vous m'ayez trouvé aussi, répondit Antoine avec une certitude qui venait du plus profond de son âme. La veille de l'audience, en couchant Théo, Antoine trouva Camille encore éveillée, ses yeux brillants dans la pénombre de la chambre. «
Nerveuse pour demain ? Demanda-t-il, en s'asseyant sur le bord de son lit. Elle hocha la tête. Et si le juge ne nous laisse pas rester avec toi ? Alors nous continuerons à nous battre, répondit-il fermement. Comme je te l'ai dit, je n'abandonnerai pas. Camille tendit la main pour tenir la sienne, un geste encore rare de sa part. Merci, Toine. Ce simple mot, Toine, signifiait plus pour Antoine que tous les titres et les accolades qu'il avait reçus dans sa carrière. C'était un nom donné avec une affection sincère et la reconnaissance qu'il était plus qu'un simple riche bienfaiteur ou un tuteur légal potentiel. Cette nuit-là, Antoine dormit mal, inquiet de l'audience, mais surtout hanté par l'ombre du père biologique qui planait sur leur avenir nouvellement formé. Mathieu Dubois pouvait se présenter à tout moment, et s'il le faisait avant que la tutelle ne soit officielle, tout pourrait changer radicalement. Pourtant, alors que le soleil se levait, Antoine sentit une détermination renouvelée. L'attente de 3 semaines avait été remplie de petits moments parfaits, des repas partagés, des réussites d'enfants célébrées, même des désaccords sur les règles et les limites. Ces moments, pris ensemble, formaient quelque chose de trop précieux pour être abandonnés sans combat. Quel que soit le résultat de l'audience ou toute surprise que le destin pourrait réserver, Antoine savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Camille et Théo avaient comblé un vide en lui qu'il ne soupçonnait pas, transformant son existence solitaire en une vie pleine de buts et d'amour. Et pour ce nouveau monde qu'ils avaient créé ensemble, il était prêt à affronter toute adversité, même si elle se présentait sous la forme du père biologique qui, depuis un endroit inconnu, se préparait peut-être à revenir dans la vie de ses enfants. Le jour précédent, l'audience se leva avec un ciel clair, un contraste frappant avec la tempête sur le point de s'abattre sur la vie d'Antoine. Il préparait le petit déjeuner quand le téléphone sonna. C'était Sophie Dubois, l'assistante sociale en charge du dossier. « Monsieur Moreau, dit-elle, son ton professionnel dissimulant à peine une inquiétude évidente. Il y a eu un développement. Nous devons en discuter d'urgence. Puis-je venir à votre appartement dans 1 heure ?» Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quelque chose s'est-il passé avec l'audience de demain ? Je préférerais en parler en personne. C'est compliqué. » Après avoir raccroché, Antoine tenta de maintenir une apparence de normalité en servant des crêpes à Camille et Théo. Mais Camille, avec son intuition aiguisée, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu vas bien, Toine ?» demanda-t-elle, ses yeux sombres l'étudiant avec une intensité bien au-delà de ses 5 ans. « Tout va bien. Madame Dubois vient juste pour parler de demain. » Il força un sourire. Exactement 1 heure plus tard, Sophie était assise dans le salon d'Antoine, un dossier sur ses genoux et une expression grave sur son visage. Monsieur Moreau, un certain Mathieu Dubois, le père biologique de Camille et Théo, a été localisé. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Malgré des mois de recherche d'informations sur l'homme, la réalité de sa plus grande peur le frappa comme un coup de poing. « Où est-il ? Que veut-il ? » demanda-t-il, luttant pour garder sa voix stable. « Il a été libéré il y a 3 semaines après avoir purgé 16 mois d'une peine de 2 ans pour vol. Il se trouve actuellement dans un foyer de réinsertion pour ex-détenus. Il a contacté les services sociaux pour retrouver ses enfants. Il sait qu'ils sont avec moi ?» Sophie hocha la tête. « Nous l'avons informé de la situation actuelle et de la tutelle en cours. Il a demandé à les rencontrer. » Antoine se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. La vie qu'il avait construite avec les enfants au cours des derniers mois lui parut soudainement fragile, menacée par une ombre du passé. « Il a ce droit ?» demanda-t-il finalement. « Techniquement, oui. Il est le père biologique et ses droits parentaux n'ont jamais été formellement révoqués. Il a quitté sa famille, mais nous savons maintenant que c'est parce qu'il était incarcéré. Alors que veut-il maintenant ? Il veut les voir, renouer le contact. » Sophie hésita. « Étant donné l'audience de demain, j'ai suggéré une visite supervisée ici aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Le juge devra prendre en compte tous les facteurs, y compris la réaction des enfants à leur père. » Antoine lutta contre l'envie de refuser. Il voulait protéger Camille et Théo, les garder loin de cet homme qui, intentionnellement ou non, leur avait causé tant de douleur.
Mais il savait que retarder l'inévitable ne ferait que compliquer les choses. « Comment est-il » demanda-t-il finalement. Il semble sincèrement repentant. Il a suivi des programmes de réhabilitation en prison, il est clean et je n'ai vu aucun signe d'agressivité. Il est aussi réaliste. Il sait qu'il n'est pas en mesure financièrement ou structurellement de s'occuper des enfants pour l'instant. Alors pourquoi compliquer les choses maintenant ? Sophie croisa son regard. « Parce que ce sont ses enfants, monsieur Moreau. Et d'après ce que je comprends, il ne les a pas abandonnés par choix. La vie met parfois les gens dans des situations impossibles. Parler à Camille fut la partie la plus difficile. Assis dans le coin du salon qu'il avait transformé en une petite bibliothèque, Antoine expliqua aussi simplement que possible que leur père voulait leur rendre visite. « Il est ici, à Paris ?» Les yeux de Camille étaient grands ouverts. « Oui, il est sorti de prison récemment. »« Prison ?» Le mot était un murmure, comme dans les films. « Quelque chose comme ça ?» acquiesça doucement Antoine. « Ton père a eu des ennuis avec la loi ? C'est pour ça qu'il a disparu ?» Le visage de Camille montrait de la confusion, comme si elle essayait d'aligner cette nouvelle information avec l'histoire qu'elle avait crue si longtemps. « Oui, il ne pouvait pas rester avec vous parce qu'il était en prison. » Camille resta silencieuse, traitant l'information, ses petits doigts tordant l'ourlet de sa chemise, un geste qu'Antoine reconnaissait comme son anxiété. « Je dois le voir ?» demanda-t-elle finalement. « Pas si tu ne le veux pas, Camille. Personne ne va te forcer. » Elle regarda vers le couloir où Théo jouait. « Et Théo ? C'est à lui de décider aussi, mais il ne se souvient probablement pas beaucoup de votre père, n'est-ce pas ?» Camille secoua la tête. Il était trop petit. Après quelques minutes de conversation, Camille prit sa décision avec la maturité qui étonnait toujours Antoine. « Je veux le voir. Je veux savoir pourquoi il est parti. » À 16 ans, la sonnette retentit. Antoine prit une profonde inspiration, ajustant la cravate qu'il avait décidé de porter, une armure symbolique. Camille se tenait à côté de lui tenant fermement la main, tandis que Théo jouait sur le tapis du salon, inconscient de la tension dans l'air. Sophie Dubois se tenait à la porte, accompagnée d'un homme de taille moyenne, aux épaules légèrement voûtées. Mathieu Dubois paraissait plus âgé que ses 32 ans, avec des cheveux prématurément grisonnants aux tempes et des rides profondes autour des yeux, qui, Antoine le réalisa avec un sursaut, étaient les mêmes que ceux de Théo. « Monsieur Moreau ?» dit Mathieu, en tendant la main avec hésitation. « Merci de me laisser leur rendre visite. » Antoine lui serra brièvement la main, remarquant les callosités, signe de travail manuel. L'homme portait des vêtements simples mais propres et bien repassés, et il y avait une dignité dans sa voix à laquelle Antoine ne s'attendait pas. « Les enfants sont dans le salon, » répondit Antoine en les conduisant à travers l'appartement. Camille s'était rapprochée de son frère, assise raidement sur le canapé, serrant la main de Théo comme une bouée de sauvetage. Quand Mathieu entra, elle se tendit visiblement, mais ne détourna pas le regard. « Camille !» dit Mathieu, la voix étranglée. « Théo, tu as tellement grandi. » Le silence qui suivit bourdonnait d'émotions inexprimées. Ce fut Théo qui le brisa finalement, de la manière innocente que seul un enfant de 3 ans peut avoir. « Qui es-tu » La simple question frappa Mathieu comme un coup physique. Il prit une profonde inspiration avant de répondre « Je suis ton papa, Théo. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Comme le papa de Thomas à mon école ?»« Oui, exactement comme ça, » répondit Mathieu avec un sourire triste. Camille ne dit rien, étudiant son père avec une intensité qui rendit Antoine à la fois fier et peiné. Suivant la suggestion de Sophie, ils s'assirent tous. Antoine resta près des enfants, prêt à intervenir si nécessaire. « Je sais que vous devez être confus, » commença Mathieu, adressant la plupart de ses paroles à Camille. « Et vous avez tout à fait le droit de l'être. J'ai eu des ennuis. J'ai fait une erreur et j'ai dû purger une peine. Je voulais rester avec vous, mais je ne pouvais pas. »« Pourquoi n'as-tu rien dit ?» l'interrompit Camille, sa petite voix ferme. « Tu as juste disparu. Maman a pleuré pendant des jours. » Mathieu baissa la tête. « J'avais peur. J'ai fait quelque chose de mal, quelque chose de désespéré,
quand nous avons perdu notre assurance maladie et que ta mère avait besoin de traitement. Je ne voulais pas que vous sachiez que votre père était un criminel. Alors tu préférais qu'on pense que tu nous avais abandonnés ?» La question de Camille portait des années de douleur refoulées. « C'était une terrible erreur, » admit Mathieu. « Je pensais que ce serait mieux comme ça, que ta mère pourrait dire que je voyageais pour le travail ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais imaginé, jamais rêvé que ta mère irait plus mal. Que... » Sa voix se brisa. Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Camille. Antoine lutta contre l'envie de la prendre dans ses bras, sachant que ce moment, aussi douloureux soit-il, était nécessaire. « Tu vas nous emmener » demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Mathieu regarda Antoine, puis Sophie, avant de se tourner vers sa fille. « Camille, ce que je veux le plus, c'est d'être à nouveau avec vous. » Mais, il hésita, « Je ne peux pas m'occuper de vous en ce moment. Je n'ai pas mon propre logement. Je commence un nouveau travail. Ce serait égoïste de vous retirer d'un endroit sûr et heureux juste parce que vous me manquez. » L'honnêteté brute de sa déclaration surprit Antoine. Il s'était attendu à un combat, à des accusations, peut-être même à des menaces légales, pas à cet aveu douloureux d'inadéquation paternelle. Théo, qui était resté silencieux, demanda soudain « Tu ne nous aimes pas ?» L'honnêteté brutale du garçon sembla frapper physiquement Mathieu. Il déglutit difficilement. « Je vous aime énormément, Théo, plus que tout. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de mal. J'essayais d'avoir de l'argent pour les médicaments de maman, mais j'ai tout empiré. » Il sortit un portefeuille usé de sa poche en tirant quelques vieilles photos. Il montra des photos de Camille bébé, de Clara tenant Théo nouveau-né, de la famille ensemble dans un parc. Des fragments préservés d'une vie avant la tragédie. « Je me souviens de ce jour, » dit doucement Camille en touchant la photo du parc. « Tu m'avais acheté de la barbe à Papa Rose. Et elle t'avait coloré toute la bouche en rose, » se souvint Mathieu, un véritable sourire éclairant brièvement son visage fatigué. Théo se pencha pour mieux voir. « C'est maman ?» demanda-t-il, douloureusement inconscient de ne pas avoir de vrais souvenirs de sa mère. « Oui, mon fils, elle t'aimait beaucoup. Elle te chantait des chansons tous les soirs. » À la fin de la visite, Camille surprit tout le monde en demandant « Tu reviendras ?» Mathieu regarda Antoine, incertain. « Si c'est permis, j'aimerais beaucoup. » Antoine, malgré les craintes qui le consumaient, hocha légèrement la tête. La figure absente et mystérieuse du père qui les avait abandonnés avait été remplacée par un homme réel, imparfait et repentant. Cette nuit-là, alors qu'Antoine couchait les enfants, Camille demanda « Toine, tu penses que c'est une bonne personne ?» C'était une question compliquée. « Je pense qu'il vous aime et qu'il est vraiment désolé. Ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais c'est un début. Il ne nous emmènera pas, » murmura Camille. « Alors, ça veut dire qu'on continuera à vivre avec toi ? » « J'espère. » « Demain, le juge décide. » Camille hocha la tête, acceptant l'incertitude, avec une maturité qui brisa un peu plus le cœur d'Antoine. La nuit fut longue alors qu'Antoine envisageait tous les scénarios possibles. La peur de perdre les enfants était viscérale. En quelques mois seulement, Camille et Théo avaient de combler un vide dans sa vie qu'ils n'avaient jamais su exister. La pensée qu'ils soient emmenés, même par leur père biologique, était insupportable. Le lendemain matin, le tribunal de la famille était d'une formalité intimidante. Antoine, dans son meilleur costume, était assis aux côtés de 3 avocats de premier plan. De l'autre côté de l'allée, Mathieu attendait seul, serrant nerveusement un chapeau dans ses mains. La disparité n'aurait pas pu être plus évidente. L'audience commença par les formalités habituelles. Les avocats d'Antoine présentèrent des rapports détaillés sur les soins fournis aux enfants, la stabilité émotionnelle et financière offerte, et les progrès de Camille et Théo à l'école. Quand ce fut au tour de Mathieu de parler, il se leva sans avocat à ses côtés. « Votre honneur, commença-t-il, la voix tremblante au début mais gagnant en force, je ne nierai pas mes erreurs. J'ai commis un crime et j'ai purgé ma peine. Mais mon plus grand crime a été contre mes propres enfants. Je les ai abandonnés quand ils avaient le plus besoin de moi. » Antoine regarda le juge Holloway, un homme d'âge mûr à l'expression sévère, écouter attentivement. « J'aime Camille et Théo plus que tout, » continua Mathieu.
et c'est parce que je les aime que je réalise que je ne peux pas leur donner ce qu'ils méritent en ce moment. Je recommence à zéro. J'ai un travail d'aide mécanicien. Je vis dans un foyer de réinsertion. J'essaie d'économiser de l'argent pour louer un endroit décent. » Il fit une pause. « Monsieur Moreau a donné à mes enfants ce que je ne pouvais pas, la sécurité, le confort, la stabilité. Ils ont l'air heureux avec lui, en bonne santé. Camille va dans une école que nous n'aurions jamais pu nous permettre. Théo ne se souvient même pas de moi. » Cette dernière phrase fut prononcée avec une douleur si évidente que même le juge parut ému. « Je ne suis pas ici pour récupérer la garde aujourd'hui. Ce ne serait pas juste pour les enfants. Je suis ici pour demander une chance de faire à nouveau partie de leur vie. » Progressivement, d'une manière qui ne perturbe pas la stabilité qu'ils ont enfin trouvée. Après le témoignage de Mathieu, ce fut au tour de Camille. Minuscule sur la grande chaise du tribunal, elle répondit aux questions du juge avec une maturité impressionnante. « J'aime vivre avec Toine, dit-elle fermement. Il prend soin de nous. Il m'emmène à l'école et lit des histoires à Théo. Nous n'avons jamais faim ni froid. »« Et ton père ?» demanda doucement le juge. « Comment t'es-tu senti en le voyant hier ?» Camille réfléchit un instant. « J'étais en colère au début, et triste. Mais... » Elle jeta un bref coup d'œil à Mathieu. « Je pense qu'il était triste aussi. Il a dit qu'il était désolé. Aimerais-tu revoir ton père ?»« Oui, » répondit-elle, après une longue pause. « Mais je veux continuer à vivre avec Toine. » Une fois tous les témoignages terminés, le juge Holloway ajusta ses lunettes et étudia les documents devant lui. Le silence dans la salle d'audience était absolu, chargé d'anticipation. « C'est une affaire complexe, » commença-t-il enfin. « D'un côté, nous avons un père biologique qui, malgré ses erreurs passées, montre un repentir sincère et un désir de renouer avec ses enfants. De l'autre, nous avons un tuteur qui, en peu de temps, a fourni stabilité, sécurité et affection à des enfants qui ont vécu un traumatisme important. » Il jeta un coup d'œil à une autre page de notes. « La loi favorise traditionnellement les liens biologiques, mais il y a une condition fondamentale. L'intérêt supérieur des enfants doit prévaloir sur toutes les autres considérations. » Le cœur d'Antoine s'emballa tandis qu'il attendait la décision du juge. Il remarqua que Mathieu était également tendu, serrant le chapeau si fort qu'il en avait perdu sa forme. « Avant de rendre ma décision finale, » continua le juge, « je dois examiner plus en détail certains éléments de ce dossier. Je m'intéresse particulièrement à la manière dont nous pouvons équilibrer les droits du père avec la stabilité émotionnelle que les enfants ont enfin trouvée. » Il regarda des avocats d'Antoine à Mathieu, puis à Sophie Dubois. « Ce tribunal prendra une pause de 30 minutes. À notre retour, j'annoncerai ma décision sur la garde provisoire et les droits de visite. » Son marteau frappa, et la salle d'audience commença à se vider. Antoine resta assis, abasourdi par l'incertitude persistante. Ses avocats chuchotaient entre eux, analysant les possibilités. De l'autre côté de l'allée, Mathieu regardait par la fenêtre, sa silhouette solitaire dans la lumière de l'après-midi. 30 minutes. Une demi-heure pour que le sort de 2 enfants, et le sien, soit décidé. Antoine ferma les yeux, essayant de trouver le calme, mais son esprit rejouait chaque moment avec Camille et Théo, chaque rire, chaque étape importante, chaque câlin au coucher. Il n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait changer si radicalement à cause d'une note écrite par une enfant affamée, que son appartement vide pourrait devenir un foyer bruyant et coloré, que son cœur, verrouillé depuis si longtemps, pourrait s'ouvrir à 2 petites âmes courageuses qui avaient autant besoin de lui que lui, sans le savoir, avaient besoin d'elle. Maintenant, tout pouvait se terminer d'un coup de marteau. Le juge revint bientôt, son expression illisible alors qu'il reprenait son siège. Antoine sentit le poids de chaque seconde qui passait en attendant, croisant occasionnellement le regard de Mathieu. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux maintenant. Tous deux voulaient le meilleur pour Camille et Théo, bien que leurs idées du meilleur puissent différer. Après avoir soigneusement examiné tous les aspects de cette affaire, commença le juge d'une voix calme qui résonna dans la pièce. « J'ai pris une décision que je crois servir l'intérêt supérieur des enfants. » Le cœur d'Antoine battait la chamade. À côté de lui, ses avocats restaient calmes,
bien qu'ils sentent aussi leur tension. La loi favorise traditionnellement les liens biologiques, et ce tribunal reconnaît le droit inhérent d'un père à faire partie de la vie de ses enfants, continua le juge en regardant directement Mathieu. Cependant, le bien-être des enfants doit toujours être la considération principale. Le juge prit ses documents, ajustant ses lunettes, en lisant. Monsieur Dubois a montré un repentir sincère pour ses actions passées et un désir louable de renouer avec ses enfants. Cependant, à l'heure actuelle, il manque des conditions de base nécessaires pour fournir un environnement stable et sécurisé à Camille et Théo Dubois. Antoine sentit une vague d'espoir monter en lui, mais contrôla ses émotions, conscient que le verdict final n'était pas encore tombé. D'un autre côté, continua le juge, Monsieur Moreau a offert aux enfants non seulement une stabilité financière, mais aussi le soutien émotionnel et la sécurité dont ils ont besoin après une période de traumatisme et d'incertitude importants. Les rapports des enseignants et de l'assistante sociale indiquent que les enfants s'épanouissent sous sa garde. Le juge posa les papiers de côté, regardant directement les personnes assemblées. Par conséquent, ce tribunal accorde la garde provisoire de Camille et Théo Dubois à M. Antoine Moreau pour une période initiale de 6 mois, après quoi la situation sera réévaluée. Antoine ferma brièvement les yeux alors que le soulagement l'inondait si intensément qu'il pouvait à peine respirer. 6 mois. Assez de temps pour renforcer les liens qu'ils avaient déjà formés, pour continuer à construire une vie ensemble. De plus, continua le juge, le tribunal accorde à M. Mathieu Dubois des droits de visite supervisée initialement toutes les 2 semaines en présence de l'assistante sociale assignée. Si ces visites progressent bien, la supervision pourra être progressivement réduite. Le juge regarda directement Mathieu. « Monsieur Dubois, ce tribunal reconnaît vos efforts pour reconstruire votre vie et votre désir de faire partie de la vie de vos enfants. Je vous recommande vivement de poursuivre vos programmes de réhabilitation, de trouver un logement permanent et de maintenir un emploi stable. Ces facteurs seront pris en compte lors de la prochaine évaluation. » Se tournant vers Antoine, il ajouta « Monsieur Moreau, le tribunal vous fait confiance pour faciliter la relation des enfants avec leur père biologique, à condition qu'elle reste saine et constructive. » Le marteau tomba, mettant officiellement fin à l'audience. Un bourdonnement de conversation remplit la pièce alors que les avocats d'Antoine le félicitaient pour la victoire. Cependant, les yeux d'Antoine étaient sur Mathieu, qui restait assis, son visage un mélange complexe d'émotions. Soulagement que ses enfants soient en sécurité, tristesse de sa propre inadéquation actuelle et espoir pour la relation future qu'il pourrait construire avec eux. Après un moment d'hésitation, Antoine traversa la pièce et s'approcha de lui. « Monsieur Dubois, dit-il en tendant la main, je veux que vous sachiez que je n'ai pas l'intention de vous exclure de leur vie. Si vous êtes vraiment engagé à en faire partie de manière constructive, nous trouverons un chemin qui fonctionne pour tout le monde. » Mathieu regarda la main offerte un long moment avant de la serrer. « Merci, dit-il simplement, la voix épaisse d'émotion. De vous être occupé d'eux quand je ne pouvais pas, de leur avoir donné ce que j'aurais dû leur donner. » Il déglutit avant d'ajouter « Ils ont eu de la chance de vous trouver. C'est moi qui ai eu de la chance, » répondit sincèrement Antoine. Il y avait beaucoup plus à dire, des détails à arranger, des limites à fixer, mais à ce moment-là, ils avaient atteint une compréhension fondamentale. Ils mettraient tous les deux les besoins de Camille et Théo avant tout. En quittant le palais de justice, Sophie Dubois les rattrapa. La première visite supervisée peut être programmée pour la semaine prochaine, si cela convient à tout le monde. Mathieu hocha la tête. « Je suis disponible à tout moment. Mon nouveau travail a des horaires flexibles. Nous avons une ouverture jeudi après-midi, suggéra Antoine, après la sortie de l'école des enfants, si cela vous convient. Ce serait parfait, acquiesça Mathieu. Il hésita, puis ajouta « Je chercherai bientôt mon propre appartement. » Le directeur de l'atelier a mentionné une promotion possible le mois prochain. Antoine comprit ce qu'il essayait de transmettre, qu'il travaillait pour améliorer sa situation, afin qu'un jour il puisse offrir plus à ses enfants. « C'est super, répondit-il. Camille et Théo seront heureux de l'apprendre. »
Ils se séparèrent avec une poignée de main, un geste formel contenant le début de quelque chose, pas exactement de l'amitié, mais un respect mutuel, né d'un amour partagé pour deux enfants. Quand Antoine arriva à la maison, Madame Girard était avec les enfants dans le salon. Le soulagement sur son visage était clair dès qu'elle vit son expression. « Tout s'est bien passé alors ?» demanda-t-elle tranquillement. Antoine hocha la tête, un lent sourire se propageant sur son visage. Théo courut immédiatement vers lui, serrant ses jambes. « Toine, j'ai dessiné un dinosaure à l'école aujourd'hui. C'est le meilleur dinosaure que j'ai jamais vu, » répondit Antoine en soulevant le garçon, s'émerveillant de la façon dont quelque chose de si simple pouvait remplir son cœur de joie. Camille resta en retrait, ses yeux vigilants étudiant le visage d'Antoine, cherchant la réponse à la question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Antoine posa Théo et s'approcha d'elle, s'agenouillant à son niveau. « Le juge a décidé que vous resterez avec moi, » dit-il doucement. Camille ne sourit pas immédiatement, absorbant l'information. « Et papa ? Il pourra te rendre visite. Au début, Madame Dubois sera présente pour ces visites. Si tout se passe bien avec le temps, vous pourrez passer plus de temps ensemble. » Camille hocha la tête, acceptant la complexité de la situation avec la maturité qui impressionnait toujours Antoine. « Il est triste ?»« Un peu, » admit honnêtement Antoine. « Mais il est aussi soulagé que vous soyez bien pris en charge. Il travaille pour remettre sa vie en ordre, peut-être trouver son propre logement bientôt. Pour qu'on puisse lui rendre visite ?»« Exactement. » Camille réfléchit un instant, son petit visage sérieux, alors qu'elle considérait ce que cela impliquait. « Je suppose que ce serait bien. Théo a besoin de mieux le connaître. »« Et toi ?» demanda doucement Antoine. Camille haussa les épaules, essayant de paraître décontractée, mais ne parvenant pas à cacher toute sa vulnérabilité. « Je suis toujours en colère qu'il soit parti. » Mais elle hésita. Maman disait toujours que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. « Ta mère était une femme sage, » répondit Antoine, ému par la capacité de Camille à faire preuve de compassion après tout ce qu'elle avait enduré. Dans les jours qui suivirent, la vie d'Antoine s'installa dans une nouvelle routine. Avec la garde provisoire officielle, il pouvait enfin inscrire les enfants formellement à l'école, les ajouter à son plan de santé et prendre toutes les dispositions légales qui étaient en suspens. La première visite supervisée avec Mathieu fut maladroite au début. Camille toujours sur ses gardes, Théo curieux mais timide, Mathieu nerveux, essayant de trouver des moyens de se connecter avec des enfants qui le connaissaient à peine. Mais au fil des semaines, quelque chose commença à changer. Mathieu apportait de petits cadeaux qu'il pouvait se permettre, un livre pour Camille, une petite voiture pour Théo. Il racontait des histoires sur la mer que les enfants n'avaient jamais vraiment connue. Lentement, il reconstruisait des ponts qui semblaient irréparablement brûlés. Antoine observait ces développements avec des émotions mitigées. Il ressentait encore une peur résiduelle. Et si un jour Mathieu atteignait une stabilité suffisante pour réclamer la garde complète? Et si les enfants décidaient qu'ils préféraient vivre avec leur père biologique? Mais il comprenait aussi de plus en plus que l'amour n'était pas une ressource limitée. Camille et Théo avaient de la place dans leur cœur pour les deux hommes de leur vie, chacun de manière différente, mais tout aussi significative. Un soir, environ un mois après la décision du tribunal, Antoine trouva Camille sur le balcon de l'appartement. Elle était assise sur une chaise trop grande pour elle, regardant pensivement les lumières de la ville en contrebas. Dans son pyjama licorne et avec une tresse désordonnée, elle semblait à la fois si petite et si sage. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en la rejoignant. Camille secoua la tête. « Je pense. »« À tout ?»« Au passé. Comment les choses ont changé. » Antoine hocha la tête, lui laissant l'espace pour continuer à son propre rythme. « Toine ?» dit-elle finalement en se tournant pour le regarder directement. « Tu promets que tu ne quitteras plus jamais nos vies ?» La question, simple mais profonde, frappa Antoine comme une vague. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je le promets, Camille, vous êtes ma famille maintenant. Rien ne changera ça. »
Ses yeux s'emplirent de larmes. Pour la première fois depuis leur rencontre, Antoine vit Camille pleurer ouvertement, sans essayer de cacher ou de retenir ses émotions. Elle le serra alors dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour de son cou avec une force surprenante. « Même si un jour on passe plus de temps avec papa ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée contre son épaule. « Même dans ce cas, assura Antoine. Il y a différentes sortes de familles, Camille, et différentes manières d'aimer. Ton père sera toujours ton père, et c'est important. Mais ce que nous avons construit ici, tous les trois, est aussi réel et permanent. » Elle se recula légèrement, le regardant dans les yeux avec cette sagesse étrange, bien au-delà de son âge. Elle sembla trouver la sincérité qu'elle cherchait, car elle hocha la tête solennellement. « Merci d'avoir perdu ton portefeuille, Toine, » dit-elle avec un petit sourire. Il rit, surpris par sa remarque. « Je suis reconnaissant pour ça aussi, Camille, plus que tu ne peux l'imaginer. » Après avoir recouché Camille, Antoine retourna sur le balcon, contemplant les étoiles, à peine visibles, à travers la pollution lumineuse de la ville. Il sortit le portefeuille en cuir qu'il portait maintenant comme un talisman. À l'intérieur, soigneusement conservé, se trouvait la note qui avait changé sa vie. « Je suis désolé, mon frère a faim, alors j'ai pris juste un billet pour acheter du pain. Je promets que je vous rembourserai. » Un simple acte d'honnêteté d'un enfant désespéré avait déclenché une chaîne d'événements qui avait complètement transformé 3 vies. La sienne, autrefois vide de sens malgré toute sa richesse. Celle de Camille et Théo, précédemment marquée par la perte et les difficultés. Et même celle de Mathieu, qui avait trouvé dans la perte temporaire de ses enfants la motivation de se reconstruire. Antoine remit la note dans le portefeuille. La route à venir comporterait sans aucun doute des défis, il en était sûr. La réintégration progressive de Mathieu dans la vie des enfants, les questions juridiques à long terme, les années de formation de Camille et Théo avec toute leur complexité. Mais cette nuit étoilée, avec sa promesse à Camille résonnant encore dans son esprit, Antoine ressentit quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, un sentiment d'appartenance, de but, de famille. C'était vraiment un nouveau départ pour eux tous.